bonsoir à tous. Bienvenue, merci pour nos invités. Bienvenue sur notre plateau pour parler ce soir d'enlèvement d'enfants. Quand les parents se déchirent, les 3 filles d'Annie ont disparu avec leur père depuis 3 ans, sans laisser de traces. Le mari de Muriel a kidnappé sa fille et la garde prisonnière dans une villa forteresse au Maroc. À la suite de multiples bagarres sans fin devant la justice, se retrouve placé dans une famille espagnole sans que sa mère ne puisse ni le voir ni même le joindre par téléphone. Enfin Pierre, qui est tout jeune, n'a pas vu son fils depuis 2 ans. Il ne connaît pas non plus sa petite fille de 18 mois car ces 2 enfants ont été emmenés par leur mère au Canada. 1000 enfants sont de cette façon enlevés par un de leurs parents chaque année en France, arrachés de leur environnement familier, souvent privés de tout contact avec l'autre parent. Ces enfants font souvent l'objet de manipulations mentales où on les force à faire ce qu'un enfant ne devrait jamais avoir à faire, à savoir prendre parti pour l'un ou pour l'autre parent. Le parent kidnappeur agit pour la plupart du temps par amour, un amour excessif, mal compris. Pour garder l'enfant près de lui, le parent rapteur fait souvent preuve d'une imagination et d'une détermination terrifiante. Il est capable de tout abandonner, pays, famille, métier, et même de disparaître parfois à tout jamais, laissant le parent victime totalement démuni. Comment vivre quand on est séparé de force de son enfant? Comment se battent ses parents pour retrouver leur enfant? Et comment peut-on, nous, leur apporter de l'aide? Nous avons suivi pendant plusieurs mois 4 parents dans cette recherche de leur enfant. Il s'agit d'Annie, Muriel, Nadia et Pierre. Nadia n'a pas vu son fils depuis 1 an. Le mari de Muriel a enlevé sa fille et l'a emmené vivre avec lui au Maroc depuis 2 ans. Cela fait 2 ans aussi que Pierre n'a pas revu son fils aîné. Quant à sa petite fille, il ne la connaît même pas. Enfin, Annie cherche désespérément ses 3 enfants que leur père a kidnappés il y a déjà 3 ans. Tous les 4, abandonnés à eux-mêmes avec une justice qui semble impuissante, se battent avec leurs propres armes pour retrouver leur droit à être de vrais parents. Depuis 10 ans, l'histoire de Nadia n'est qu'une longue lutte pour obtenir le droit d'être maman. Mon fils, c'est ma vie. Après une histoire rocambolesque, son fils est placé depuis 1 an dans une famille d'accueil en Espagne. Au bout de plusieurs mois de silence, lorsque Nadia réussit enfin à joindre il ne veut même plus lui parler. Mais maman, tu vas pas là, tu m'embêtes. Que tu quoi? Moi, je suis bien tranquille. Mais oui, mais moi, je suis contente de t'entendre, c'est pour ça que je t'appelle. Je suis bien tranquille. C'est pas obligé de venir m'embêter. Nadia est persuadée que c'est son ex-mari qui a tout manigancé. Elle décide de retrouver son fils et s'embarque pour l'Espagne. Elle le retrouve enfin, par hasard dans la rue, flanqué de sa grand-mère paternelle et d'un avocat qui appelle aussitôt la police. Je t'aime, bébé, oublie jamais que je t'aime, hein. Salut mon cœur, bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime, je t'aime. Nadia pourra-t-elle serrer un jour son fils dans ses bras? Muriel a rencontré au Maroc. Ils ont eu une petite fille qui a aujourd'hui 4 ans et demi et qui vit dans cette maison forteresse avec son père. Muriel n'a pu voir sa fille que 3 fois en 2 ans sous l'étroite surveillance de son ex-mari. Donc tu veux pas que je sois avec ma fille en fait? Les choses sont claires. Tu la vois à la maison quand on est là, et si on va dehors ensemble. Dégueulasse. Dégueulasse. Les instants volés avec sa petite fille, Muriel les filme pour en garder le souvenir. Je vais venir un jour. Tu voudrais venir? Oui. Mais mon papa n'est pas d'accord. Pendant ce temps, elle continue à croire en la justice marocaine qui doit statuer prochainement sur la garde de l'enfant. Une décision que Muriel attend avec tout son cœur de maman. Je prie le bon Dieu pour qu'il m'écoute. Que justice soit faite. C'est tout ce que je demande. Pierre est un gamin quand il devient papa, il a 19 ans. Avec Gwenaël, il a un garçon et 2 ans plus tard, sa compagne attend une petite fille. Mais est-ce l'immaturité de Pierre? Est-ce le mal du pays? Un beau jour, Gwenaël s'enfuit rejoindre sa mère au Canada. Aujourd'hui, Pierre se sent suffisamment adulte pour essayer de reprendre son rôle de père. Je pars pas en guerre, chacun a ses torts. Et chacun a ses devoirs et ses responsabilités. Et je pense qu'à partir de demain, il faut prendre ses responsabilités, soit d'elle et soit de moi. L'émotion est forte quand il retrouve son fils qu'il n'a pas vu depuis 2 ans et sa petite fille qu'il ne connaît même pas. Viens aller voir papa? Viens là? Oh chérie, mon bonhomme. Mais saura-t-il convaincre Gwenaël de lui faire confiance cette fois? Cela fait maintenant 3 ans qu'Annie a totalement perdu la trace de ses 3 petites filles. Un jour, son ex-mari les a purement et simplement enlevées. Je veux les voir, je veux les toucher, je veux savoir si elles sont en bonne santé et je veux leur dire que je les aime. Depuis, sa vie est une inlassable quête pour retrouver ses enfants. Distribution de tracts, enquête auprès de la communauté algérienne dans toute la France. Lorsqu'Annie apprend qu'on a retrouvé une preuve du passage de son mari à la frontière suisse, elle reprend espoir. J'ai eu l'information, je suis tombée sur un type qui est taxi depuis des années à Genève. Et tout de suite, il a réagi à la photo de Mourad. Il m'a dit, ah oui, moi je pense bien l'avoir vu, ce bonhomme. Mais cette nouvelle piste aboutira-t-elle?
3 femmes et un homme qui se battent jour après jour pour retrouver le droit de vivre tout simplement auprès de leurs enfants. Voilà, avant de faire plus ample connaissance avec leur histoire personnelle, je propose de les accueillir sur notre plateau. Annie, Muriel, Nadia et Pierre qui sont nos invités donc ce soir. Bonsoir. Ça va? Ça va? Bonsoir, le petit Barbouchette là. Bonsoir Nadia, allez, installez-vous. Donc dans un instant, vous allez, bonsoir à tous les quatre, découvrir donc ce film qu'on a réalisé grâce à vous, avec vous, pendant plusieurs mois, qui nous a emmenés un peu partout, au Maroc, en Suisse, au Canada ou encore en Espagne. Merci d'avoir accepté donc de nous faire partager ces moments que vous vivez, de nous donner peut-être aussi des pistes pour pouvoir vous aider, pour que la société puisse mieux vous aider. Je disais que 1000 enfants disparaissent chaque année en France. Et merci aussi pour celles qui ont accepté de filmer pour nous dans des conditions parfois risquées, les endroits où on ne pouvait plus entrer parce que ça devenait trop délicat et la caméra ne pouvait plus être visible. Donc merci à vous quatre de votre courage. On va voir comment se sont passées vos quêtes. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire si nos caméras vous ont plutôt aidé ou gêné dans vos recherches? Non, aider, je pense. Hein. Ouais, beaucoup plus aider. Aider, Ouais. oui. Dans quel sens aider? Le poids médiatique. La caméra ouvre des portes? Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que ça vous a dérangé parfois, Nadia? Non, ça m'a aidé. Après un an, j'ai pas vu pendant un an, je l'ai vu, mais depuis plus rien, puisque les caméras sont plus là, donc il n'y a plus rien. Annie? Oui, ça m'a aidé, forcément. Alors, aider peut-être parce que ça ouvre des portes, mais aider aussi en termes de soutien. Est-ce que vous vous étiez senti, et je pose la question à tous les quatre, un peu abandonné, enfin, comme si plus personne ne vous comprenait? Le mot est faible? C'est faible. Euphémisme. Il ne se passe rien et effectivement, dès qu'il y a des caméras, d'un seul coup, ça bouge, la police, la justice, ça dérange un peu tout le monde, donc forcément, ça ouvre des portes. Maintenant, on va voir où nous mènent les portes. Ouais, on verra aussi que la police n'est peut-être pas suffisamment formée ou préparée pour ce genre de tâches et a du mal à faire son boulot pour vous aider à retrouver vos enfants, votre enfant ou vos enfants. Je vous présente Stéphanie Fugain et Pascal Limarola qui sont avec nous ce soir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Pascal. Pour les accueillir, merci pour eux, pour elles. Stéphanie, vous êtes l'épouse de Michel, vous êtes aussi la maman de 3 enfants, dont Laurette, qui est disparue en mai 2002 des suites d'une leucémie. Depuis sa disparition, vous vous investissez corps et âme dans la lutte contre cette maladie, mais aussi dans la défense de l'enfant, dans un sens plus général. Le combat de ces 4 parents qui sont derrière moi vous inspire quoi? Beaucoup de respect, beaucoup de tristesse. Je me sens tellement proche de tous ces parents qui se battent, qui tentent de rechercher ce qui leur est dû, ce qui leur est indispensable pour vivre. Et je me sens très concernée, vraiment très concernée. L'enfant est pour moi la priorité du monde. C'est quand on est maman, quand on a mis au monde, c'est tellement fort qu'on ne peut pas imaginer une seconde se retrouver sans son enfant. Là, ils sont vivants, il faut les chercher, il faut se donner tous les moyens pour les retrouver. À vos côtés, Pascal Limarola. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous êtes, comme nos invités, une maman qui vit loin de sa fille, une fille qui a aujourd'hui 13 ans. Votre fille Beryl a été enlevée par son père en 95, elle avait 5 ans à l'époque. Depuis, vous avez pu la voir, mais extrêmement rarement et toujours sous surveillance, sauf très récemment, si j'ai bien compris. Oui. C'est-à-dire l'été dernier? Vous avez bien compris. Non, ça s'est joué au mois de février de cette année. J'ai pu la voir 5 jours, en dehors de toute surveillance. Et j'ai pu la revoir là récemment en août, pendant 18 jours, sans aucune surveillance non plus. 18 jours de vacances avec voilà. elle, oui. Donc on commence à avoir une vie un petit peu normale, bien qu'elle soit très très loin. On verra comment vous avez pu faire en sorte de convaincre votre ex-mari de vous laisser passer quelques jours avec votre fille et comment vous essayez maintenant de renouer des liens avec elle. C'est pas facile, c'est devenu presque une adolescente maintenant. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Et pourtant c'était votre fille et c'est toujours votre fille. Tout à fait, oui. Tout à fait, mais c'est le quotidien qui tisse le lien. C'est ça. En fin d'émission, nous retrouverons notre rubrique année après année avec nos 3 invités qui sont ici, qui étaient venus nous raconter leur histoire en septembre 2001, qui étaient revenus en mars 2002. Aujourd'hui, ils sont de nouveau là pour nous donner de leurs nouvelles. Eux aussi menaient une véritable bataille au nom de leurs enfants. Siegfried, à l'époque, était sans domicile fixe et se battait pour qu'on ne lui enlève pas ses enfants. Olivier tentait le tout pour récupérer ses enfants retenus par leur mère au Kenya. Et Gilles, bonsoir Gilles, bonsoir. Qui était absolument déchiré par le décès de sa femme, tentait par tous les moyens, et pour ses enfants, de combler ce grand vide qu'elle avait laissé. Ils sont de nouveau donc là avec nous ce soir, nous prendrons des nouvelles avec eux en fin d'émission.
Bon, je propose maintenant de regarder ce film que nous avons fabriqué ensemble, le film retraçant sur plusieurs mois les efforts désespérés donc, de 4 parents en quête de leurs propres enfants. Enlèvement d'enfants quand les parents se déchirent, c'est un document tourné par les journalistes de la rédaction dirigé par Maria Roche. Bien, ça c'est l'album des vacances, des dernières vacances. 1 mois et demi avant la disparition de mon fils, c'est ma vie. Je pense que beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas souffert ce que moi je vis, beaucoup de gens peuvent comprendre. Ça fait partie de nous, c'est les mamans, nous sommes comme ça, et c'est là-dedans, c'est viscéral, c'est là-dedans. Ça fait mal. Pas avoir son enfant, ça fait très mal. Je pense que j'ai tout fait pour lui, et c'est ça, ma douleur, ma souffrance, c'est ça. J'ai tout fait pour cet enfant, je ferai toujours tout pour cet enfant. Et je comprends pas qu'un jour il ait disparu. Le fils de Nadia a disparu il y a 1 an, à la sortie de l'école. Nadia avait alors sa garde. Aujourd'hui, elle sait qu'il est en Espagne, placé dans une famille d'accueil. Il aurait fugué, mais Nadia n'y croit pas. Elle pense que son ex-mari est à l'origine de cet éloignement. Depuis, un juge lui a donné en tout et pour tout un téléphone et une adresse qui ne fonctionnent pas. C'est tous les courriers que j'ai fait à mon ex, les lettres que j'ai écrites, qu'il a jamais reçues. Tu vois ? Une parmi les milliers que je lui ai écrits. Oui, je sais. Je vais essayer d'appeler comme d'habitude. Je sais que ça ne répondra pas, mais bon, je vais essayer. Sait-on jamais. Comme chaque semaine, Nadia et son amie tentent de joindre la famille d'accueil du jeune garçon avec le seul numéro en leur possession. Mais jusqu'à présent, Nadia n'a jamais eu de réponse. Ou ça sonne comme ça, tu vois, ou c'est le répondeur qui me répond en anglais alors qu'on est en Espagne, sans arrêt comme ça. Tu peux essayer avec ton portable, si tu veux. Je pense que quand ils voient que c'est un numéro de France, mais ils répondent pas. Ils savent que c'est moi. J'ai essayé avec mon portable, tu vois, ça me désespère, vraiment ça me désespère. Je réessaye dans un petit moment. À quelques kilomètres de là vit l'ex-mari de Nadia. Il affirme lui aussi ne pas avoir vu son fils depuis 1 an, mais Nadia le soupçonne d'avoir manigancé la soi-disant fugue de son enfant pour le placer dans une famille amie en Espagne. Il prétend que c'est impossible, puisqu'il est soumis à une interdiction de sortie du territoire, depuis qu'il a essayé de s'enfuir avec son fils. Je ne peux pas non plus rendre visite. On m'a toujours interdit au cours de la dernière année de lui apporter mon soutien. Et puis, donc on a des contacts réguliers par téléphone, par courrier interposé. Et j'avoue que c'est très dur, quoi. Contrairement à Nadia, Christian parvient à joindre facilement son fils, puisqu'il a le numéro de son portable. Il lui téléphone tous les soirs, avec tendresse. Hola. C'est moi, ça va ? Oui, papa, ouais, salut, ça va ? Ouais. T'es content alors de ton bulletin scolaire là ? J'ai vu qu'il était super. Oui, meilleur que le trimestre dernier, meilleur que les 2 trimestres derniers. Ouais. Ça veut dire que j'ai travaillé plus ce trimestre. T'as travaillé beaucoup ? Ouais, ça va. Bon. Tiens, j'ai eu un très bien en maths. Ouais ? C'était sur quoi ? En géométrie, non ? Non, je sais pas, t'as pas vu ? Ah oui, la note finale, oui, j'ai vu que t'as vu très bien, ouais. Ouais. Bon, allez, je te fais un gros bisou, et puis je te rappelle tout à l'heure, d'accord ? D'accord. Au revoir, Pierre-Loup. Au revoir, papa. Allez, salut, adieu, salut. Au revoir. Au revoir. 29, 10... Après notre visite chez son ex-mari, Nadia tente une nouvelle fois de joindre son fils avec le seul numéro qu'elle possède. Je peux mettre le son plus que je puisse entendre. En tout cas, si ça décroche là, je réponds. Et je vais parler à mon fils. Donne-moi. Ça répond là. Apparemment, ça se fait. Allô ? Hello ? Allô, pourrais-je parler à s'il vous plaît ? Pour la première fois en 1 an, quelqu'un lui répond. Yes, please. Mamie, please. Allô? Je comprends pas. You speak English? Hello, mister. I'm Nadia Benaïssa. I live in France. I'm Mamie Flor.
Is possible I speak my little boy, please? He's not here at the moment. Yeah. At the present moment, C'est pas vrai. in the house. I will try to get you. What Je time comprends, can oui, you mais il call parle vite, je comprends rien. This number, Le numéro, oui. the number that I will give you is the number of mobile telephone. D'accord. Le numéro? C'est le numéro de téléphone de son mobile. D'accord. Ce que j'ai là? Non, il va te le donner. Ah oui, yes. Thank you very much. Yes. Yes. Slowly, please. Yes. 6. 6. Yes. 6 4. 9. 9. 6. 5 2. That is correct. C'est premier contact depuis un an. Depuis un an. C'est le premier contact. Tu te rends compte? Ça me, j'en tremble toute. Ça fait drôle, hein? Allez, mon bébé, c'est maman. Il va, mon chéri. Écoute-moi. Tu m'as envoyé qu'une lettre. Oui, d'accord. Oh là là. Bah, pense Est-ce que ça. par hasard, aujourd'hui, tu m'as appelé une fois dans une année. Bah oui, mais j'avais pas ton numéro. Je pouvais pas faire autrement. Oui, bah tu savais pas mon numéro, mais tu Non. savais bien celui de Oui, j'avais le numéro de. Je sais pas ce que tu dis. C'est ça, hein, le nom. J'ai téléphoné là-bas, ça répondait jamais. Crois-moi si tu veux, mais tu peux pas me croire. Tant pis. Mais maman, tu vas pas là, tu m'embêtes. Que tu quoi? Moi, je suis bien tranquille. Mais oui, mais moi, je suis contente de t'entendre, c'est pour ça que je t'appelle. Et la dame qui est à côté de toi, qui te parle en espagnol, que je viens d'entendre à l'instant, elle pourrait te calmer parce que, à mon avis, elle t'excite. Ah, tu vois? Il y avait une dame à côté qui disait. Il a déjoncté parce que la dame à côté, elle lui dit je sais pas quoi en espagnol et ça l'énerve. Je déteste cette situation. Je peux pas supporter qu'on lui ait fait couper, qu'on lui ait raccroché à mon nez. Nadia pense que son fils a été monté contre elle. Elle a peur que le temps passant, il la rejette complètement. Elle décide d'aller voir son avocate pour accélérer la procédure d'un éventuel rapatriement de l'enfant. Bonjour, maître. Ça va, maître? En effet, allez. J'ai demandé à vous voir parce que j'ai besoin de savoir où on en est au niveau au sujet de... Voilà, exactement. Parce que moi, je comprends pas qu'un enfant de 12 ans est en Espagne en ce moment, sans son père, sans sa mère à côté. Je comprends pas que les autorités espagnoles nous font barrage. En Espagne, ils estiment que l'enfant est en situation d'abandon et dans ces cas-là, ils ont confié cet enfant dans la famille d'accueil chez qui il s'est retrouvé, famille d'accueil, entre guillemets, qui est quand même les amis de votre ex-mari. Donc, il faut que vous preniez un avocat en Espagne. Parce que le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, on est totalement impuissant vis-à-vis de l'Espagne. Le procureur lui-même n'arrive pas à la faire revenir. Oui. Donc, vous me conseillez de partir en Espagne. Aller en Espagne. Et puis, je crois qu'il faut aussi, de toute urgence, que vous puissiez aller voir. Oui, parce que besoin. Est en grande souffrance. Oui, c'est une évidence. Je veux dire, il est tiraillé entre son père et sa mère, il ne doit plus savoir où il en est. Il se trouve dans un pays, dans une famille qui n'est pas la sienne, alors qu'il a un papa et une maman. Il faut que vous alliez le voir pour que vous puissiez maintenir un contact. Pas lui dire, lui parler ni de qui a tort ni qui a raison, mais pouvoir remaintenir ce lien, ce contact. Alors, ça sera peut-être pas facile. Peut-être qu'il aura une réaction de vous jeter dans les bras, comme peut-être il aura une réaction de rejet, parce que ça fait des mois maintenant qu'il ne vous a pas revu. Ça va faire presque un an bientôt. Donc, faut vous attendre, être forte comme vous l'avez été jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, vous soyez bien au courant, puis vous gardez bien le courage que vous avez toujours eu jusqu'à maintenant. Merci infiniment de votre... Venez, je vous raccompagne. Lorsque Muriel s'est séparée de son mari au Maroc, elle est partie en France avec sa fille sous le bras. Il y a 2 ans, son mari a réussi à enlever la petite à son tour et à la ramener chez lui, au Maroc. Aujourd'hui, pour voir sa fille, Muriel est obligée de supplier son mari qui ne lui accorde que des visites au compte-gouttes et sous étroite surveillance. Muriel s'apprête à partir au Maroc pour la 4e fois en 2 ans. La veille du départ, elle emballe les cadeaux qu'elle a choisis avec amour pour sa fille dans la chambre qui attend son enfant en France. Muriel n'a pas abandonné l'espoir de la récupérer un jour. C'est ce livre que j'aime beaucoup. Ça retrace une journée avec sa maman. Donc du matin où on joue dans le lit avec, où la petite fille vient la réveiller, où la maman vient lui faire son petit déjeuner, où la maman lui a préparé toutes ces petites affaires pour qu'elle s'habille.
Et ce qui est très beau, c'est qu'il dit et dans la lumière du soleil, Aglaé pense que sa maman est justement comme une grande lumière blanche qui éclaire toutes ses journées. Et c'est vrai que dans la vie d'une petite fille, je pense que la maman, c'est son rayon de soleil, c'est sa voie quoi, pour avancer, pour grandir, c'est son pilier en fait. Moi, mon rêve, c'est d'être comme ça, de vivre avec ma fille, de m'occuper d'elle, d'être avec elle, de lui faire partager des tas de choses, des tas de voyages ou des tas de jouer avec elle, tout simplement, de m'occuper d'elle. Point. Un rêve partagé par Michel, la maman de Muriel, qui, elle, n'a pas du tout vu sa petite fille depuis son enlèvement. Et toi ? Ça va, ma chérie ? Ça va et toi ? Aujourd'hui, elle vient encourager Muriel, qu'elle sent fragile à la veille de son départ. Muriel doit fixer avec son mari les derniers détails de son arrivée et les règles à suivre pour être autorisée à voir sa fille. J'ai peur d'affronter le grand méchant loup. Ça, je m'en doute. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'arrive ta fille au téléphone, là? Non, justement, je veux qu'on l'appelle ensemble. Hein. Si tu veux, ouais. Pour annoncer qu'il arrive demain. Il doit être à la maison. Peut-être. Hier, je l'ai appelée, elle était en train de jouer dehors avec la bonne au vélo. Enfin, la sœur de la bonne, en fait. Allô? Oui, Mina? Oui, Oui, bonjour, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Dis-moi, est-ce que par là? Oui. Il est... Regardez. Ma chérie! Maman, regardez. Maman? Oui, mon amour? Ouais. Eh bien, je vais venir demain, ma chérie. Ouais. Le matin? Oui, le matin. Enfin, après que tu aies mangé, je serai là, chérie. D'accord. Tu manges, tu te réveilles, tu manges et maman, elle est là. Tu vas venir me chercher? Tu vas venir me chercher? Hein? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, chérie. Attends, ne quitte pas, ma bus. Madame. Oui. Maman, je passe pas, madame. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Il veut me passer. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Allô? Oui, vas-y. Oui, Mélissa. Oui. Alors, tu arrives demain? Ouais, j'arrive demain, ouais. À quelle heure? 13h40. C'est quoi le numéro de vol? Oh, j'en sais rien. C'est Casa Agadir, il arrive à 13h40, je sais pas. Bien, d'accord. Bon, on ira te chercher alors. Tu viendras me chercher avec hein? Oui, on ira te chercher avec D'accord, ok. T'as prévu de dormir où? Comment ça, j'ai envie de dormir où? T'as prévu de dormir où? Eh ben, je sais pas. Ah bah, je sais pas, l'autre jour je t'ai dit que moi j'avais pas prévu de t'avoir à la maison pour que tu viennes encore me casser la pique comme la dernière fois, ça va vous la dose. Donc tu veux pas que je sois avec ma fille en fait? Ah bah si, mais j'ai pas du tout prévu que tu m'emmerdes comme la dernière fois, ça va, j'ai payé pour apprendre. Donc ça suffit, une fois j'ai compris. Donc si t'as prévu d'encore de venir nous emmerder, tu vas chez tes copines, t'as plein de copines là qui sont toujours en train de t'aider. Donc éventuellement ça c'est beaucoup mieux, comme ça on reste tranquille. Éventuellement j'emmènerai chez mes copines alors. Ça m'étonnerait ça, non. Pourquoi? On la voit ici à la maison. Et on va ensemble se promener, ainsi de suite, mais je la garde sous les yeux. Les choses sont claires. Si tu viens, on respecte certaines règles pour que ces choses se passent bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je la voit à la maison quand on est là, et si on va dehors ensemble. Ouais. Voilà, c'est tout. D'accord. Ben j'irai chez tes parents alors. Ça m'étonnerait aussi. Non, j'ai pas prévu que tu veux. Ah bon? Ici, non. Ah carrément? Non, JLM, j'ai pas prévu que tu viennes nous casser les pieds. Qu'est-ce que tu veux, ma grande? Il faut assumer. Faut assumer quoi? Il faut assumer ses bêtises, madame. Mais quelle bêtise? J'ai pas fait de bêtises? Si, la dernière fois... Non, j'ai pas fait de bêtises. Ça, c'est toi qui as décidé que c'était une bêtise. Mais sortir pour aller voir, pour faire des photos d'identité pour ma gosse, je suis désolée, c'est pas une bêtise. Tu as décidé de venir, c'est très bien. Te voir, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas prévu que tu m'emmerdes l'existence plus longtemps, d'accord? Mais je t'emmerde pas l'existence, je vais voir ma fille, c'est tout. Je vais voir ta fille et dans certaines conditions pour que les choses soient calmes et qu'elles se passent bien. Si t'as prévu encore de venir me faire chier avec les gendarmes, les juges, ton putain d'avocat et compagnie, ça non. Si tu veux pas que je rentre chez toi, comment je fais moi? Ah bah, si tu viendras chez moi, je serai chez moi. Ah, d'accord, donc je serai suivie comme un petit chien, quoi. Bon, Muriel, demain à 1h40, on vient te chercher à l'avion. D'ici là, on verra où c'est que tu dors et où c'est que tu dors pas. Allez. D'accord. Ciao. Alors voilà la dernière nouvelle en date, quoi. Alors maintenant, je suis même plus désirée chez mes beaux-parents. C'est dingue. Alors comment il va expliquer ça à sa fille? Que tu viens, mais tu t'es pas là, C'est pas possible.
C'est dégueulasse. Dégueulasse. Pierre n'a que 21 ans et pourtant, il est déjà papa de 2 enfants qu'il n'a pas vus depuis 2 ans. Tout avait pourtant très bien commencé au Canada où il vivait avec Gwenaëlle au début de leur histoire. On avait une maison, donc après on a eu la voiture, on avait vraiment une petite vie de couple. Et puis en fait ce qui a bougé, c'est que j'ai eu une proposition d'emploi sur la France. Donc elle était enceinte de 6 mois. Donc on est rentré en France. Et puis c'était elle qui était paumée parce qu'elle n'avait plus personne sur qui s'épauler, hormis moi. Donc je pense que c'est la raison de la rupture, c'est ça. Donc elle est partie en disant qu'elle revenait dans 6 mois, en apportant Clément. Et en étant enceinte d'une petite fille. 6 mois après, elle est pas revenue. Ça fera 2 ans en fin août. Après une longue période sans nouvelles, les contacts téléphoniques entre Pierre et les enfants ont repris timidement. Pierre part demain au Canada pour renouer avec son fils de 3 ans et avec sa fille qu'il n'a jamais vue, puisque son amie était enceinte lorsqu'elle est partie. Mais Pierre n'est pas sûr de l'accueil que lui réserve Gwenaëlle. J'ai pas l'impression qu'elle veuille vraiment faire un pas pour que le père soit proche de ses enfants. C'est quoi le but de ce voyage? Trouver un terrain d'entente pour pouvoir voir mes enfants. Que je puisse pas vivre avec puisque bon, on est séparés, mais pouvoir passer du temps avec eux, des week-ends, aller au parc, aller m'en occuper comme un père. Depuis 3 ans, Annie est sans nouvelles de ses 3 filles, Kenza, Safia et Jana, enlevées par son ex-mari qui s'est littéralement volatilisé dans la nature. Avec Stéphane, son ami, elle ne perd pourtant pas espoir. Mourad avait une obsession, c'est enlever les enfants. Moi, j'ai une obsession, c'est les retrouver. C'est tout. Et c'est pas les retrouver pour... c'est pas des pantins. C'est pas je veux les prendre, oui, vous devez être avec votre mère, j'ai eu le droit de garde. Non, c'est pas ça. Moi, à mon stade, c'est... je veux les voir. Je veux les toucher, je veux savoir si elles sont en bonne santé et je veux leur dire que je les aime. C'est tout, tu vois. On a plus affaire à des enfants qui sont partis avec leur père ou qui ont été enlevés déjà à la base par leur père. On a affaire à des enfants qui sont disparus. Et du fait, je crois qu'on devrait faire quelque chose. Je pense que théoriquement, on devrait les rechercher. Ouais, non, mais... Et pas uniquement en Europe, pas uniquement dans les pays maghrébins ou quoi que ce soit, mais partout. Là, je veux savoir maintenant où elles sont, donc je saurai. T'as plus grand chose à perdre de toute façon. Non, j'ai rien à perdre, moi, tu sais. J'ai absolument rien à perdre, au contraire. Donc, Devant le peu de résultats de l'enquête de police, Annie a vite décidé de mener sa propre investigation. Elle est déjà allée 2 fois en Algérie, dans la famille de son ex-mari, sans résultat. Mais elle ne baisse pas les bras, elle continue les recherches avec son avocate et meilleure amie, Catherine. Malheureusement, l'état des lieux est un peu statique. C'est pas que rien n'a été fait, bien sûr, ni qu'il n'y ait pas de pertinence dans ce qui a été fait, mais que c'est toujours pareil, c'est compliqué, c'est long, c'est lourd. Et la dernière information concrète, vraie, c'est le vol Alger-Genève, du 20 janvier 2001, avec atterrissage de Mourad, du père, avec les 3 enfants, 20 janvier 2001. Donc l'enquête a permis de trouver les retraits bancaires à Ferney-Voltaire, qui est donc près de la frontière suisse, à la poste, sur un compte postal, carte bleue, guichet sans vidéo, donc on n'est pas sûr non plus que ce soit lui qui ait retiré l'argent. Il a fait quelques retraits. Le dernier retrait remonte à mars 2001. Et puis après, c'est silence. C'est-à-dire qu'on n'a rien. Rien. Je pense qu'il faut ne pas baisser les bras, pas se décourager, puisque la dernière piste, c'est la Suisse. Je sais pas, j'irai à Ferney-Voltaire, j'irai mettre des affiches, les photos des gamines, et puis on sait jamais. Mais c'est vraiment là la bouteille à la mer. Hein. Et puis, quand même, la famille, parce qu'il est bien évidemment absolument pas vraisemblable que la famille
ne sache pas où il est. Et après tout, c'est une histoire familiale. On ne demande pas la lune, elle demande ses enfants. Elle ne sait même pas s'ils sont morts ou vivants, c'est quand même pas pensable. Donc là, c'est clair que d'ici peu, on ira en Algérie, en Suisse. Et vous vous sentez capable de le faire? Oui. Oui. Vous êtes prête? J'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Rien, non. Moi, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai tout à gagner, donc... Bon, faut le faire. Puis la Terre est plus petite que ce qu'on imagine. Oui. C'est aujourd'hui que Muriel part au Maroc voir sa fille. De bon matin, c'est Michel, sa maman, qui l'accompagne à l'aéroport. Michel reste en France, mais elle veut donner à sa fille les derniers conseils et la motiver jusqu'au bout. Tu viens une semaine à vacances, attends, une semaine c'est quoi? Tu dois profiter de ta fille pleinement sans avoir ton garde-chiourme à tes basques. Il est qui lui pour être le gendarme derrière toi? Et te commander, savoir si tu dois embrasser ta fille ou pas l'embrasser, la prendre dans tes bras ou pas la prendre dans tes bras. Attends, il n'est pas Dieu. Tu n'as ni tué, ni volé, tu n'as rien fait. La seule chose que tu as faite, c'est d'enfanter un enfant dont on te prive la jouissance, le plaisir d'être avec elle, d'avoir des instants d'amour et de tendresse. Attends, c'est pas possible. Tu n'as rien fait qui justifie cette position. Nadia, quant à elle, a décidé d'aller retrouver son fils en Espagne, quelles qu'en soient les conséquences. Là, c'est bon. J'ai la trouille, j'ai mal au ventre, je suis stressée, je transpire, je suis angoissée, je pleurerai mais je le ferai pas parce qu'il faut que je sois courageuse. Il y a encore une nuit, hein. Je vais arriver en Espagne, je pense vers 20h30, il y a encore la nuit à passer. Et puis on verra demain. Demain c'est le grand jour, on verra demain. Pour s'assurer qu'elle ne dispose pas d'informations nouvelles. Je suis pas convaincue d'avoir des infos réelles. Par contre, du souvenir que j'ai de ma belle-sœur, c'est quand même une personne conciliante. Enfin, conciliante, avenante, ouverte. Pierre a lui aussi décidé de faire le grand saut. Il part au Canada, tenter le tout pour le tout. Je pars pour qu'on trouve une entente amiable, pour que je puisse avoir la possibilité de voir mes enfants, d'être auprès d'eux. Pas nécessairement d'être auprès de leur mère, mais d'être auprès de mes enfants. Donc, ou en France ou au Canada, mais vraiment de trouver une solution. Donc je pars pas en guerre, j'ai déjà été assez en guerre. Je pense que chacun a ses torts, et chacun a ses devoirs et ses responsabilités. Et je pense qu'à partir de demain, il faut prendre ses responsabilités, soit d'elle et soit de moi. C'est tout. Après 5 heures de voyage, Nadia atteint en pleine nuit le village reculé où vit son fils depuis 1 an. Voilà, j'arrive à Orche, pays perdu, complètement perdu. Alors il y a la brousse de partout ici, que de l'herbe, de l'herbe séchée. Je sais pas comment exprimer ça, mais j'ai la colère, j'ai de la joie en même temps parce que je sais que je suis près de mon fils, très près. J'ai le cœur qui bat. C'est moche comme tout, hein. C'est perdu, c'est moche. Enfin, pour l'instant, j'exagère un peu peut-être, mais il n'y a rien qui me fait dire que mon fils était heureux ici, hein. Franchement, moi, ça me fait vachement de peine. C'est incroyable, incroyable. Bout du monde. Je vois des enfants là-bas, je vais aller voir s'il n'y a pas mon fils dedans. Il aime bien le ballon, alors peut-être que est là. Hein. J'ai l'impression de le voir partout, mais non, hein. Non, c'est pas lui. C'est sûr que c'est pas lui. Je vois pas. Je le vois pas. Je sais pas où il habite, il veut pas habiter bien loin. Je suis perdue, je sais pas où je vais. Je cherche le numéro 48, tout en faisant attention. 42, je suis pas loin, ça y est. Sur la bonne route. 46, ça y est. Oh, 48, c'est là qu'il est. Il est là, mon fils. Il est dans cette maison-là. Une maison, une vieille maison. Il est là. Oh, mon Dieu, il est là. Il doit être là. Voilà, c'est ça que j'ai vu en photo. C'est exactement ça. Il est là, mon fils. Oh, je peux pas, faut que je regarde. Faut que j'aille voir. Il n'y a pas le bon nom, c'est encore un beau bar, il est peut-être même pas ici. Comme il a toujours fait les fausses adresses et tout.
J'ai la trouille, quoi. Je sais pas ce que demain ça va donner. Franchement, j'espère que je suis pas venue pour rien ici. Tout est fermé. Bon, c'est vrai qu'il est 1h30 du matin, mais il fait chaud. Normalement, les volets devraient être un peu ouverts. Je sais pas, je fabule peut-être, mais en attendant, j'ai quand même peur. Je verrai demain. La nuit va être longue. Longue et stressante. Je vais aller à l'hôtel, je vais aller me reposer. Dormir pour être fraîche demain. Bah voilà, il y a une place, je vais me mettre ici. Et voilà. Pierre est lui aussi arrivé dans le pays où résident ses 2 enfants, le Canada. Il est hébergé par son amie Reggie. À peine réveillé, il attend anxieux la visite de Gwenaëlle. Elle a accepté de venir le rencontrer, accompagnée de leurs 2 enfants. Je panique grave. Imagine, j'ai même pas vu Clarisse. Gwen, la dernière fois qu'on s'est quitté, c'était un très mauvais terme. Clément, tu te rappelles la dernière fois que je l'ai vu, c'était... septembre, quand t'étais venu. En septembre, quand j'étais venu. Bah, tu l'as vu aussi, t'as vu comme il avait... Déjà, il était grand, tu sais. Et là, imagine, là. Là, il va quoi? Il va à l'école, bientôt? Bah oui, il va bientôt à l'école, là. Arrête. Regarde, mets ta main. Oh, fuck. Ça va, arrête. T'as vraiment les boules à ce point-là. T'as envie de pleurer, viens, arrête donc. C'est la première fois que je te vois comme ça, puis arrête, ça fait les boules. Oh, mais non. C'est papa? Bonjour Clément. Bonjour, ça va? Bien, c'est ça? Bonjour Clarisse. Bah viens avec moi, viens ici. Tiens, papa. Tiens, tu te rappelles papa, mon chéri? Tiens, mon bonhomme. Tiens, bah regarde. Regarde. Clément. Tiens, papa. Il a peur. Tiens, papa. Bah vois. Tu fais ton timide? Tu fais ton timide? C'est qui là? Tu peux dire c'est qui maintenant? C'est qui? C'est papa. C'est un papa là. Ah bah là, t'as au moins reconnu quelque chose? Je sais un papa. Bon. Il est un peu trop grand, papa, tu veux qu'il se baisse? Est-ce que tu veux monter dans les bras à papa? Tu viens dans les bras, papa? Tu viens là? Oh, mon chéri. Mon bonhomme. Oh, t'es lourd maintenant? Oh, t'es un gros bonhomme. Un bisou? Ah. C'est papa? Ça y est, tu reconnais papa? Oui. Ça fait longtemps que t'as pas vu papa quand même, hein? Allez, on va se promener avec maman et Clarisse. Attends, viens. Viens. Muriel est arrivée au Maroc depuis 3 jours. C'est dans cette forteresse, derrière ces fils barbelés, qu'elle voit sa fille. Elle a l'interdiction de sortir de cette enceinte avec elle. Muriel a emporté avec elle une caméra pour garder des souvenirs de sa fille lors de cette trop brève visite. Je t'avais dit que c'est moi qui vais te mettre le maquillage. D'accord. Ce soir, tu mets le maquillage alors. Tu joues encore ton maquillage? Oui. Oui, avec qui? Avec personne, toute seule. Avec quoi alors? Tu fais sur les poupées? Oui, je fais les poupées toute seule. D'accord. J'ai pas de copine. T'as pas de copine? Je sais faire rien aussi. C'est pour tailler les crayons. Pourquoi t'as pas de copine? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça?
Pourquoi tu dis ça, ma puce? C'est quoi ça? C'est une petite. Est-ce que toi tu as de la peinture? Non, j'en ai pas de la peinture. Je te prête la peinture? Ah oui, ça pique ça, attention, ça pique. Raconte à maman pourquoi t'as pas de copine. Parce que je suis gentille et eux, ils sont méchants. Alors il faut des méchants amis. Et tu penses à maman pourquoi, c'est vrai? C'est vrai? Quand tu penses à maman? Quand t'es pas là. Quand je suis pas là? Tu penses quoi? Ouais, cette tâche elle est venue quand t'étais pas là. C'est vrai? Oui, cette tâche elle est là quand tu vois jamais ta maman. Voilà, regarde. Oh, il est magnifique, chérie. Très très beau. Tu dessines bien, tu sais? Oui, je vais venir un jour. Oui. Tu voudrais venir? Oui, mais mon papa n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si on part, on ne pourra pas jamais aller au poney. On ne pourra plus aller au poney? Mais il y a des poneys en France. Tu as vu sur les photos, maman t'a montré les poneys? Tu les as montrés à papa? Non. Pourquoi? Parce que je voulais que tu les vois toi. Je voulais pas que papa les voie. Je m'en fiche. Tu vois? Peut-être tu voudrais venir avec maman en France? Oui, je vais venir. C'est vrai? Oui. Quand tu vas venir? Sans papa. C'est vrai? Oui, sans papa. Comment tu vas faire? Je vais avoir même pas peur. Ouais, t'es trop forte, toi. Et est-ce que tu peux aller où tu veux, toi? Oui, avec ma maison, elle a des ailes cachées. C'est vrai? Elle peut bouger, ta maison? Oui. Elle peut se... Allez, bouge! T'as vu, elle est en train de bouger. T'as vu? Elle est en train de bouger. Ouais. Et elle va où, ta maison qui vole? Elle va à la France. Ouais, ta maison va à la France? T'as vu, je t'ai montré ta chambre et tout ça, la maison de maman. Maman l'a acheté un tableau, maman l'a acheté un lit, elle a acheté une armoire, tout ça. Quand il va venir. Dans cette ville, Muriel a une alliée, Myriam, qui a vécu le même drame qu'elle et qui l'encourage à se battre. C'est normal. Bon, du coup, il est parti à 6h là-bas. Ok, tu peux dormir là-bas. Ouais. Mon mari est très gentil. C'est étonnant, j'ai rien compris. Écoute, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire Bah, Parce il que est toi, au super téléphone, gentil, il t'avait dit que t'étais pas très... Ah ouais, non, il était super agressif, super... Le mec, il rentre dedans, quoi, direct. Mais bon, ça s'est très bien passé. Cet après-midi, il m'a laissé avec la petite jouer dehors. Lui, il était dans son garage, tout ça, machin. Non, très bien, impeccable. Grandi. Ouais. Et là, dès qu'on s'est retrouvés à la maison, enfin, bon, même dans la voiture... Il n'y a que moi qui existe maintenant, tu vois. Même son père, c'est... Hey, papa, tu dégages, j'en veux pas de toi, va-t'en. Là, elle a dealé avec son père pour qu'on dorme ensemble ce soir et tout. Apparemment, son père a l'air d'accord. Enfin, tu vois, c'est sympa. J'ai l'impression que là, tu remercies de te permettre de faire un câlin une fois par an avec ta fille. Mais je parle que de ma fille. Là, je parle pas de... Je parle de ma fille, des liens que j'ai avec elle. Mais tu dis, apparemment, c'est bon, ce soir, je vais pouvoir dormir avec elle, c'est gagné. Je dis pas qu'il faut être agressif, pas du tout. L'idéal, c'est de régler les choses à l'amiable. Mais il faut que tu sois ferme et déterminée. Et là, ça suffit, il faut que la petite, elle soit avec sa maman. Personne n'a attribué la garde ni à toi ni à ton mari, et c'est lui qui se permet de kidnapper la gamine. Moi, je trouve qu'on nage en pleine 5e dimension. On se croirait au Moyen-Âge encore. Je comprends pas que Muriel, tu acceptes. J'accepte pas. J'ai l'impression que ça se mettrait encore plus contre moi si je fais tout un Bataclan, si je prends la petite, je l'emmène et tout ça. Tu as le droit de prendre la petite et de l'emmener tout comme lui l'a fait. Très bien, il peut très pour bien. l'instant. Et moi, quand je suis allée voir la gendarmerie, parce qu'il était parti sans rien dire en Espagne, on m'a dit, mais madame, votre mari fait ce qu'il veut de votre fille. De sa fille. Il m'a dit comme ça. Comme toi, tu fais ce que tu veux de ta fille. Il a les gendarmes. C'est la loi du plus fort. Il a les gendarmes dans sa poche. Bon, de toute façon, il faut que j'y aille, ma chérie, parce que là, ma fille m'attend et... Bah écoute... Allez. Surtout, Muriel, comprends que... Ouais. Que... Il t'a vachement manipulé, quoi. Moi, si je te secoue un peu, c'est pas pour te faire du mal, hein, mais c'est pour que tu comprennes. Moi, c'est comme ça qu'on m'a aidé aussi, mes amis, en m'aidant, en me secouant des fois les puces et tout. Tout à fait. Pour que je comprenne, pour que tu sortes un peu de cette torpeur, quoi. Mais petit à petit, j'y arrive, hein. Faut pas croire. Parce que je veux bien croire qu'il faut du temps. Il y a 2 ans, j'étais pas du tout comme ça. Il y a 2 ans, j'étais complètement à la rue, quoi. Hein. Toi, c'est ta fille, Muriel, t'as rien fait de mal. Hein. Merci pour tout. Prends soin de toi et de ta peur. Allez, fille.
Ouais, ma chérie. Non, peur, j'ai moins de peur maintenant. Salut. Bisous. Allez, à plus. De son côté, Annie est arrivée à Toulouse. Elle se rend chez son ex-belle-sœur qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans, date de la disparition des enfants. Annie a préféré ne pas la prévenir de sa venue, incertaine de l'accueil qui l'attend. Elle espère que son ex-mari est resté en contact avec elle et qu'elle sait peut-être où il se cache aujourd'hui avec ses enfants. Oui, il m'a dit. Oui, c'est Annie, l'ex-femme de Mourad. C'est Annie. Ouais, salut. Au dernier. C'est pas vrai. Bon, putain, c'est pas vrai. Ah, ça me fait plaisir de voir. Ça va? Ouais. Ça va alors. Salut la fille, salut. Ça va? Famille, avec les enfants. Ben, je cherche toujours. Alors j'ai appelé Alger hier, j'ai eu ta mère, donc elle m'a dit que tout allait bien, qu'au niveau, bon, ils avaient pas eu de dégâts, tout ça, bon, ça allait. Et puis bon, je lui ai demandé, mais bon, elle me répond pas, quoi. Elle me dit, je sais pas, elles savent pas. Non, je me touche, je sais Je qu'elles te savent. promets quand c'est pas. Ah oui, non, mais je me doute. À la police, ils sont venus, réquisition. Ouais, ils sont venus, ouais. Ah oui. Ouais, je sais que. Non, mais je m'en doutais. Parce que voilà. C'est une réaction tout à fait normale que j'aurais fait autant pour mes enfants. Ouais, non, mais c'est clair qu'elle pas. Bon. Elles savent. Et on sait. Ce qui m'avait, de toute façon, Mourad, c'est ce qu'il m'avait dit au téléphone. La dernière fois que je l'ai eu à Alger. Est-ce qu'elles sont vivantes? Est-ce qu'elles sont mortes? C'est mortes. Ouais. Est-ce qu'elles vivent bien? On ne sait pas. On n'est pas contre toi. Je te jure que ça. C'est ton droit, c'est tes enfants. Je parle en tant que mère, je ne te parle pas en tant que belle-sœur. Oublie la belle-sœur. Si je saurais un jour, wallah, que je t'appelle. Il n'y a rien de changé fondamentalement parce qu'il ne s'est rien passé. Je veux dire, j'ai pas d'infos. À la limite, je vais rentrer chez moi ce soir. Je serai toujours toute seule. Il n'y aura toujours pas mes enfants. Donc fondamentalement, ça ne change rien. Donc je suis très contente de... ouf, pour une fois, je me suis pas pris un coup dans la tête, quoi, en gros. Je me suis pris quand même pas mal de coups depuis le début. Là ça va, il y a quelqu'un qui réagit normalement, il y a quelqu'un, alors bon, indépendamment que c'est sa sœur, quelqu'un qui me dit, et qui est dans l'histoire en même temps, qui est acteur dans cette histoire, et qui me disent, moi je te comprends. Et je pense que oui, si elle a une info, elle le dira. Retour en Espagne, Nadia est à quelques minutes de partir retrouver son fils. Je voudrais paraître jolie à ses yeux. Parce que maman est toujours belle pour ses enfants, donc... Disons qu'il y a plus d'1 an que je n'ai pas mis de rouge à lèvres, j'en mets un petit peu pour lui faire plaisir, pour qu'il me trouve jolie. Je suis très angoissée, à vrai dire, j'ai très peur. Des réactions des gens qui ont chez eux, comment vont-ils m'accueillir, qu'on me m'ouvre pas la porte, qu'on me la claque au nez, ou... Ça me fait très peur la réaction. Parce qu'il m'a pas vue depuis une année, parce qu'il ne s'attend pas à me voir non plus, hein, donc ça va être une grande surprise pour lui aussi. En tout cas, j'espère une très bonne surprise. J'espère que ça sera pour lui. En tout cas, moi, je suis très pressée de le voir. C'est beaucoup 1 an, hein. C'est 1 an de douleur, de souffrance, de pleurs, de galère. Hein. Là, je suis prête, là, ça y est. Hein, c'est ou ça passe, ou ça casse. J'espère que ça va passer. J'ai les mains qui transpirent. Ça y est, cette fois-ci, c'est bon. Ça y est. Quand j'arrive à cette maison, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de grave, alors que je suis dans mon droit. Là, j'ai rien fait de grave. Hein. Mais je transpire, je me sens coupable, alors que je suis pas du tout coupable. Je suis une victime. Autant que nous sommes 2 victimes. Je vais me garer là. Hein.
je vais frapper. Voilà. Hola. Señora Pudeiro. Ah, soy yo. Sí, ¿Qué quiere? Où. Yo no entiendo, no. Sí, niños, madre. Fais semblant de pas comprendre. Ah non, d'accord. Tout d'un coup, elle habite plus là. Ah non, il n'y a pas de tout d'un coup, d'accord. Non, ici, non. Ah, d'accord. Il va me sortir qu'il est parti en week-end. Because this is my mom. My house. Amigos. Ah, muy bien. Perdona, You speak French, little, señora? Hola. Hi, mami. Sí, perdón. No, yo no hablo español. Amigos, she speak. Sí. No, que como están los niños de vacaciones, pues el abogado le había invitado a... Vendredi, il est parti à Grenade parce qu'il est en vacances et que c'est son avocat qui l'a invité là-bas. Oui, c'est ça, oui. Et je peux avoir l'adresse? Merci. Sorry. Ça me fait drôle de voir l'endroit. C'est vraiment bizarre. J'ai vécu là pendant un an, ça fait bizarre. Perdone porque... mi téléphone... Elle va téléphoner à... Pourquoi j'arrive pas à le joindre au téléphone? C'est ça que je comprends pas. J'ai appelé une 50aine de fois, j'ai même appelé chez vous. J'aurai la liste, hein, vous inquiétez pas, dis-lui quand même que j'ai demandé au PTT de bien marquer les... J'ai essayé d'appeler plusieurs reprises, j'ai fait appeler par des amis, j'ai essayé d'appeler en anonyme. Et c'est une dame qui répond, le téléphone, je sais pas quoi. J'ai enregistré, c'est tout enregistré, donc on peut pas dire que j'ai menti. Donc, No, lo que dice es que ella trató varias veces de llamar a su casa, un montón de veces, que tiene la prueba y que nunca contesta a nadie. Non. Vous savez pas? Non. Ah, c'est étrange. Ils sont pas sérieux. Ils portent le mensonge sur le visage. Et elle en tremble tellement elle est pas sûre d'elle. C'est affreux. El contestador. No está en casa. Oui, mais de toute façon, je m'attendais, madame, vous voyez. Ça pouvait pas être autre chose. Non, mais c'est bon, là. Je le creo. Sí, bueno, ya se para. Je suis venue pour rien en Espagne. Je suis sûre que c'est ça, je suis venue pour rien en Espagne. Juan Pedro, hay luces que está la mamá de Flor en casa y que quería hablar con Flor. No sé si habréis salido. Estoy llamando a Flor al móvil y a tu móvil y no puedo dar contigo. Intentaré, ahora un momento, llamaros a los móviles. Gracias. Véronica, c'est le répondeur. Salido de paseo, elle lui a dit, c'est pas la peine, il fallait pas qu'elle le dise, elle lui a dit. Ils vont le planquer, on n'aura plus aucun coup de fil de toute façon. Il faut absolument que je le voie, c'est très important que je le voie. Je suis pas venue pour le prendre, je suis venue pour le voir parce que j'ai besoin de le voir. Ils peuvent pas comprendre ça. La madre dice que ella no vino a llevarse a Flor, que vino a ver a Flor, no, porque es importante para ella, porque es la madre. Elle a pas l'air sympa, celle-là. Elle est inhumaine. Oh là là, c'est pas possible. J'ai fait tous ces kilomètres pour rien. Ils vont jamais arriver à me le rapatrier, c'est pas possible. Il faut que je voie le juge, c'est pas possible. Il faut que je voie quelqu'un, je sais pas comment faire. Cette femme, elle est fausse, elle tremble, elle est menteuse. L'autre, c'est pire. Est-ce que a des affaires ici? Elle est partie depuis longtemps. Oui, dans des sacs. Mon Dieu, ça me fait de la peine quand même. Genre. Moi, il est toujours tout fait, toujours tout propre, toujours bien tout rangé, toujours tout. Lo tengo aquí preparado. Comment? Mira. Su ropa, su mochila. Je connais mon fils, madame. Que no la entiendo. Vous pouvez me le donner, celui-là, madame? No. Sin el permiso de Flor. Vous faites quoi? I had to bring a if Flor este sí, pero yo sin el permiso de Flor. Comment ça se fait que
C'est vrai que les sacs sont prêts, qu'il n'y a rien chez vous. On dirait qu'il n'a jamais vécu. J'ai l'impression qu'il n'a jamais vécu. Porque se ha ido, porque se va a Granada. Et les affaires sont dans des sacs parce qu'il part vivre à Grenade. Oui, mais c'est subi, vous le saviez depuis longtemps, ça, vous le saviez. Quiere el abogado porque le ha dicho a Florian que va a ser como un segundo padre para él y le va a hacer la matrícula en el instituto de Granada donde va su hijo y se va a quedar con él. Il est en train de l'inscrire à l'école à Grenade et il va rester avec lui. Voilà. Qui son père? Et l'avocat. N'importe quoi. Nadia a désormais la certitude qu'on l'amène en bateau. Elle doutait déjà de la famille d'accueil de son fils, mais cette fois, on lui parle d'un avocat qu'elle ne connaît même pas. Son fils est désormais à Grenade, chez un inconnu. Je me sens très malheureuse. Vraiment perdue, torturée par l'intérieur, blessée, c'est pareil. En fait, je cours derrière un enfant que j'aime et j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe. C'est là que je vais partir à 500 km. Je ne sais même pas si je vais le voir. Dans un pays qui n'est pas le mien, où je connais personne. Enfin, c'est terrible. Terrible, terrible. Premier après-midi en famille pour Pierre et ses enfants. Pierre tente petit à petit de resserrer les liens avec son ex-petite amie, mais Gwen reste prudente. C'est drôle, après 2 ans là, de voir que hop, il est super content, tout ça. Ça me chamboule un peu. C'est dans une période de ma vie où il y a beaucoup de choses qui changent aussi, puis c'est une adaptation aussi de moi d'accepter que lui revienne s'occuper. Ça fait 2 ans que je m'occupe toute seule de mes enfants, j'ai de l'aide de ma famille, mais j'ai été très autonome pendant 2 ans, puis il faut que je lui redonne un petit peu de la place. Ça va être un peu dur aussi, d'accepter qu'il fasse mal les choses pour commencer par exemple, puis que je laisse la chance d'apprendre à les faire bien. D'habitude, c'est moi qui cours après Clément. Pierre et Gwen tentent de comprendre comment ils en sont arrivés là. Ils font tous les deux un effort pour dépasser le malentendu et mettre de côté leur rancœur. C'est 2 années perdues. C'est 2 années que lui, il n'a pas connu sa fille. Là, elle a 20 mois, puis il n'a pas connu mes derniers mois de grossesse, ni l'accouchement, ni quand elle était nourrisson. Là, il la connaît, elle est quand même plus une enfant qu'un bébé. Plus tard, c'est certains qui vont poser des questions, puis je suis pas encore très sûre de savoir comment leur répondre pour dire, mettons, surtout ma fille, parce qu'il n'était pas là à son accouchement. Je trouve que c'est un moment important. L'enfant, quand il va demander comment c'était, tout ça, le père n'était pas là. Donc, Gwen, je n'avais aucune nouvelle de toi. Comment veux-tu que je sois présent à l'accouchement? En quoi ça allait m'aider que je t'appelle? Je voyais vraiment pas l'idée. D'accord, donc me reproche pas ça. Non, je te le reproche pas. Ne me reproche pas que j'étais pas à l'accouchement. Ok, mais ça aurait pu venir de toi. Mettons, tu dis, ok, j'ai ma femme, elle s'en va avec un bébé et elle est enceinte. Tu aurais peut-être pu te remettre en question et dire, ouais, j'ai peut-être fait quelque chose de grave pour qu'elle s'en aille, non? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose de grave de ton côté? Je pense que tu devais pas partir. Parce que moi, je l'ai pris honnêtement comme un enlèvement. Je pense que je t'ai dit suffisamment que je ne voulais pas ça. J'étais jeune, t'étais jeune. On a laissé passer 2 ans. Maintenant, il faut rattraper le temps perdu, c'est tout. Que nous, on ait fait des conneries. Il ne faut pas que les enfants en pâtissent. Et là, c'est les enfants qui en pâtissent jusqu'à présent. De nos conneries d'adultes où l'enfant est responsable. C'est tout. Bon alors, moi je crois qu'il faudrait commencer par les mosquées. Oui. Parce que de toute façon c'est l'endroit, je pense qu'il aura, là où il ira, c'est l'endroit le plus probable où il va aller. Voilà. Oui. Déjà parce que c'est son culte, sa religion, et parce qu'il peut avoir des aides éventuellement. Et tu vois, j'ai repéré toutes les adresses, apparemment il y en a 3 sur Genève. Après Toulouse, Annie poursuit son enquête en Suisse. Son avocate et elle remontent la piste de son ex-mari jusqu'à la frontière suisse, dernier endroit où la police a retrouvé sa trace. Tu vois,
Il est très pratiquant, c'est ça, il fait beaucoup la prière et puis il est quand même assez habitué à solliciter les aides, hein, on a vu ça dans le dossier aussi. Donc le milieu islamiste, je pense qu'il pourrait lui apporter une aide concrète, matérielle, peut-être directement financière et en tous les cas une aide par renseignement, par hébergement, par assistance, qu'ils connaissent ou pas d'ailleurs la réalité de la situation. De toute façon, on n'a rien d'autre. C'est ça ou ne rien faire et attendre. Donc il vaut mieux faire, hein. On va y aller. Convertie à l'islam depuis son mariage, Annie décide d'aller demander de l'aide à la principale mosquée de Genève. Bonjour. Bonjour monsieur. Non, c'est pas moi qui m'occupe, je suis pas responsable ici, c'est Abdelhamid qui est responsable, il est sorti. Et c'est à quel sujet, comme ça, quand il vient, je lui en parlerai. Parce que je suis venue pour la journée, enfin pour 2 jours sur la Suisse, parce que j'ai été mariée avec un Algérien. Oui. On est en situation, on a divorcé, oui. Et il a enlevé, on a 3 enfants, et il a enlevé nos 3 enfants, et il est venu en Suisse. C'est la dernière piste, janvier 2001, il est venu en Suisse, apparemment il est resté à peu près jusqu'au mois de mars 2001. Ça fait 3 ans que je n'ai plus aucune nouvelle. Il faut aller voir avec la police. Voilà. La police suisse s'est contentée de dire, oui effectivement, il est arrivé en Suisse, ouais. Il est reparti de Suisse, soi-disant, mais on ne sait pas. Ouais, mais on n'est même pas sûr. Je veux dire, il y a un moment, on a retrouvé sa trace par des... il faut une boule de cristal, quoi. Nous, on pense quand même que quand il est resté ici, il était tellement pratiquant, il a dû faire la prière. Il n'y a pas 36 ans pour faire la prière. Moi, je vais aussi dans le procès. J'ai une bonne mémoire quand même, mais lui, je m'en sais jamais. Vous étiez là en Genève en 2001 en plus. Je peux vous laisser quelques exemplaires. Moi, je suis là depuis très longtemps. Plus très longtemps. Je me dis, sinon, je vais aller voir dans les autres mosquées. Vous connaissez bien. On va vous laisser des photos. Il y a les numéros de téléphone. Elle a mis les numéros de téléphone. Comme ça, si jamais vous avez des nouvelles. Ouais, d'accord, pas de problème. Et vous, ça vous dit rien, vous êtes ancien ici, ça vous dit rien. C'est une tête qui est, disons, qui a un caractère. Il est... on s'en rappelle. Il est où, en fait? Vous allez dans les autres mosquées, ça vous dérange pas de parler dans les autres mosquées? En parler à qui? Je veux dire, si peut-être, non, mais ne serait-ce que peut-être en montant. Oui, l'afficher. Plus on multiplie les affiches et les avertissements, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, quoi. Parce qu'en plus, ne serait-ce peut-être qu'une personne qui vient ici l'a croisé. Par chance, il y en a un qui l'a croisé ou qui a vu les enfants. Moi, je recherche la personne qui... Vous avez combien d'exemplaires? Tu veux en donner, Annie? Comme ça, moi je vais l'emmener là-bas, je vais... Les afficher dans toutes les mosquées de Genève? Bah c'est bien sûr qu'il faut faire quelque chose, mais vous priez, non? Je prie. Je prie pas sur le tapis 5 prières par jour parce que j'y arrive pas. Je prie. Non, parce qu'il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit. Excusez-moi, je vais vous dire une chose. Vous voulez retrouver vos enfants? Celui qui les a créés, c'est qui? C'est qui? Alors, vous savez quand est-ce qu'il faut le demander? En faisant 5 fois la prière par jour et en étant prosterné, là vous demandez, et lui, il a fait le miracle de créer des enfants quand vous êtes mariés, vous n'êtes pas venu avec des enfants dans la valise. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a décidés, c'est lui qui vous approuvera. Mais faites vos prières 5 fois par jour, demandez-lui et vous arriverez au résultat, je vous assure. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Désolé. Voilà. Merci à vous. Si vous mettez les affiches déjà... Non, on va les mettre. Merci beaucoup. Enfin, je vais les mettre. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Ils vont les coller les affiches. Oui, je pense. Et puis ça va causer. Ce qu'il disait qu'effectivement, il faut aller voir, demander aux Maghrébins qui sont là, tout ça, ils vont le faire. Ouais. Le discours après, ça c'est plus autre religieux, chose. C'est autre chose, oui. Il n'a pas parlé comme ça innocemment. Je veux dire, je ne rentre pas dans la polémique. Il a parlé comme ça parce qu'il a senti quelque chose me concernant. Et on ne me demande pas comme ça, tu fais la prière et tout comme ça. Non, j'ai raison de me battre. Et justement, moi, ça me rend optimiste. Parce que... Après 500 km de route, Nadia est à Grenade. Elle part seule à la recherche de son fils avec en poche le numéro de téléphone de l'avocat de son enfant. Et tout d'un coup, au détour d'une rue, elle tombe nez à nez avec son fils. Censé être en vacances chez son avocat, il est en réalité avec sa grand-mère paternelle.
Après 1 an de séparation, les retrouvailles sont difficiles. Ça va mon cœur? Viens, je vais juste te donner 2-3 cadeaux. C'est très bien. Viens, on va parler un petit moment, mon petit cœur. Quand on vient appeler mon avocat. Je peux pas lui parler 5 minutes? Je peux lui parler 5 minutes, c'est quand même mon fils, j'ai le droit. Hein. Non, mais moi j'ai pas envie. Oui, parce qu'il y a même. Mais moi je veux te parler, bébé. Moi j'ai pas envie. Je peux te voir 2 minutes? Moi j'ai pas envie. Regarde mon sac. Je peux parler à mon fils 2 minutes, c'est possible? Est-ce que je peux parler à mon fils 2 minutes sans ta présence? Non, mais sans ta présence. Il veut me parler, c'est sans ta présence, s'il te plaît. Viens, mon bébé, viens, maman. Viens voir maman 2 minutes. Viens voir, chérie. Chérie, écoute, maman, je vais te parler 2 minutes. Je veux juste te dire quelque chose. Je m'en vais. Je veux juste te dire quelque chose. Il est avec sa grand-mère. Je peux pas lui. Je peux aller faire longtemps, L'enfant appelle son avocat qui arrive sur le champ. On n'a pas besoin d'appeler la police, j'ai le droit de voir mon fils quand j'ai envie, monsieur. Vous avez pas l'air gentil, monsieur. Vous êtes vraiment. Vous avez pas appelé la police, je suis sa maman, j'ai le droit de voir. Où on en est arrivé, je te remercie. Vraiment, hein. Mais de toute façon, ils me l'ont accaparé, ils me l'ont volé. Il est viré celui-là. On n'est pas. Le gars il tremble, il est même pas. Monsieur, on peut discuter en français, vous savez parler le français? Mais on s'en fout de la police. Pourquoi il va emmener la police? Il ne cherche même pas à discuter. La situation s'envenime, la police arrive, nous continuons de filmer en caméra cachée. Comme un petit chien quoi derrière, je cours. Il va le mettre même dans la voiture d'un policier. Et il est taré, hein. J'ai envie de lui foutre mon pain. Hein. Un bébé. Et marbotte, hein. Marbotte, hein. Ah là là. Il m'empêche de le voir, on dirait que je suis une voleuse. Ma puce. Mon poussin d'amour. Pourquoi vous? Mais on dirait que vous êtes un policier? Chouchounet. Virginia, ¿quiere venir? Et j'ai dit que ça marbotte. Dígale por favor que lo deje. J'ai le droit de... C'est mon fils, je suis pas une voleuse, monsieur. Je suis venue voir mon fils. Je crois que je vais vous dire des vulgarités, il vaut mieux que je me taise. Je t'aime, bébé, oublie jamais que je t'aime, hein. Salut mon cœur, bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Salut ma puce. C'est un cauchemar. Enfin, un cauchemar, j'ai vu très heureuse, mais le reste, c'est un cauchemar. Je m'attendais pas à voir la grand-mère, je m'attendais pas à se promener comme une touriste, alors que moi, je cherche mon fils depuis 1 an que je cours, que je frappe à toutes les portes, que je me ruine pour le faire revenir en France. Et papa, ça fait 2 ans qu'il n'a pas changé une couche. Pour le jeune couple du Canada, tout semble aller pour le mieux. Sous les yeux indulgents de Gwen, Pierre apprend à être papa. Il commence à l'essuyer. Bon, ça va. Il est drôle, papa. Maintenant, ça va être mieux, ça va être pour mettre la couche. Même Clarisse, elle se moque de papa. Et sur en dessous aussi, voilà. Et enlève la couche. Pierre doit régler avec Gwen les derniers détails de leur nouvelle relation. Il ne lui reste plus que quelques jours avant son retour en France. Supposons que je suis au Canada, comment tu veux qu'on fasse pour les enfants, pour que je puisse les voir, être avec eux, etc. Bah regarde, déjà fais les démarches pour arriver au Canada. Puis si t'es là, bah tu viendras voir les enfants. Il n'y aura pas de problème pour ça. Ok, et dans le cas où je suis en France, est-ce que tu viens quelquefois? Est-ce que je viens? Mais j'ai pas d'argent pour aller en France. Hein. Non mais c'est ça, mais c'est des choses à prévoir. Je peux pas... Mais je peux pas, j'ai des études. On va prévoir. Parce que moi je peux pas venir non plus tous les mois ou tous les 2 mois. Moi je peux faire un effort déjà pour... Déjà tu vas avoir une pension alimentaire, tu vas avoir des choses comme ça, donc pour toi, tu peux en mettre de côté d'argent pour venir en France. Une pension alimentaire, tu pourras déjà commencer à verser quelque chose. Bah écoute, je commence à bien verser. J'ai commencé à bien verser pour les enfants, mais
là, je vais. De quoi? Bah, hier. Oh, t'as acheté 2 manteaux, mais Pierre, je veux dire... Tu sais, on reprend contact tout doucement. Maintenant, là, on a repris contact. Je dis, ah, Clément, attention. Je veux qu'on garde ce contact et qu'on s'entende, que tous les mois que tu aies de l'argent, tous les mois que tu m'envoies des nouvelles des enfants, que tu m'envoies des photos. C'est normal que moi j'appelle les enfants, qu'on se parle. Et je pense que la seule solution pour mes 2 enfants, c'est que je sois au Canada. Je suis sceptique quand même. J'avoue que je suis sceptique. J'attends de voir parce que moi, le Pierre que je connais, c'est celui que j'ai vu il y a 2 ans. Et plus jeune aussi. Et s'il est toujours le même, non, j'y crois pas. Parce que c'était pas ce genre d'homme-là. Ben, c'est pas ce genre de garçon-là, parce que je sais pas. Il dit qu'il a changé. Il veut le prouver. Apparemment, j'imagine qu'il est probablement en transition. Mais j'espère que ça va marcher. Mais je peux pas dire que j'y crois. Là, j'attends rien. Au moins, je serai pas déçue s'il se passe rien. J'espère juste pour lui, pour les enfants. C'est la seule chose que je peux faire, puis ouvrir les portes. Là. Je veux dire que je suis apte à lui laisser sa place, mais s'il fait rien, ça tout bad, là, comme on dit, c'est dommage, mais... Je suis à la recherche de mes enfants qui ont disparu depuis 3 ans, qui ont été enlevés par leur père. Et je sais qu'ils ont résidé dans la région quelque temps. Donc peut-être si vous les avez vus ou si bon... D'accord, d'accord. Ça vous dérange pas l'occasion si vous pouvez les afficher un petit moment chez vous? On sait jamais. Ouais. Vous avez la photo du père derrière. Donc lui, il a un petit peu repérable parce que c'est un grand rouquin. Annie poursuit son enquête à Ferney-Voltaire, dans la ville où son ex-mari a retiré de l'argent pour la dernière fois. Merci beaucoup. Merci. Je peux vous laisser ça, monsieur? Je suis à la recherche de mes enfants. Je sais qu'ils ont séjourné dans la région pendant 3 mois au moins. Et le père a retiré de l'argent ici à la poste. Pour plus d'efficacité, elle a fait appel à Jean-Claude, le président d'un réseau suisse de parents qui lutte contre les enlèvements d'enfants. Les numéros de téléphone pour contacter. Donc c'est lui le suspect? Oui, c'est lui. Oui. Oh, on est sûr que c'est lui. La maman est là d'ailleurs. Le bilan est complètement positif. Les gens comprennent le problème, comprennent que la démarche... Oui, on sent une volonté de solidarité. Ils nous disent spontanément, moi, mon mari est douanier, ou j'ai un magasin à Genève, est-ce que je peux le photocopier? Je dis oui, bien sûr, et moi je peux le distribuer dans mon quartier, etc. Donc on sent que ça va faire tache d'huile, quoi. Donc ça c'est bien. J'y crois, et puis en même temps ça me paraît tellement énorme. À un moment, au moment où je m'adresse à une personne, j'ai l'impression qu'elle va me dire ah oui, je l'ai vu, machin, et puis non, alors il faut demander à une autre personne, tu vois. Donc ça me donne un espoir, puis en même temps ça me paraît immense, quoi. Voilà, ce qui me fait bizarre, c'est de penser qu'ils étaient là, qu'ils sont venus, enfin tu vois, ça... Oui, mais ça laisse que des traces écrites, c'est ce que la police a trouvé d'ailleurs. Là, j'ai envie de m'arrêter, de dire regardez, ils sont venus là, vous les avez pas vus, quoi. J'essaie de garder une bonne figure, c'est pas ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. Le manque, la douleur, je me sens obligée de cacher toutes ces émotions-là. C'est pas que je me sens obligée, j'ai pas le choix de les cacher. Parce que c'est pas en étant assise devant un distributeur en larmes, en disant donnez-moi des renseignements, je cherche mes enfants, que je vais être efficace. Ça fait beaucoup quand même, hein. On en a distribué près de 200 là. J'ai une information. Hein. Alors, là, je viens de distribuer les photos dans le café. Et je suis tombée sur un type qui est taxi depuis des années à Genève. Il fait l'aéroport et les gares. Oui, depuis des années. Et tout de suite, il a réagi à la photo de Mourad. Il m'a dit un peu dégarni, un peu roux. Et il m'a dit ah oui, moi je pense bien l'avoir vu ce bonhomme. Alors, il situe ça vers fin 2002, octobre-novembre. Il m'a donné son nom et son numéro de téléphone à Genève. Donc il est effectivement possiblement implanté dans le coin. C'est énorme, ça veut dire... je veux pas trépigner de joie parce que à Brûle-Pourpoint, elles sont là. Bon, ils sont dans les parages, donc je vais les retrouver. Ils sont dans les parages, ils sont là. Voilà. Maintenant, Il faut tenir le coup là. Hein. Ouais, non, c'est un choc. Hein. Oui, c'est un choc. C'est un choc positif, mais c'est un choc. Est-ce que tu en veux un coup de t'installer? Muriel a réussi à s'éclipser du domicile conjugal et s'est séparée de sa fille pour aller voir son avocat.
C'est lui qui est en contact avec le juge qui doit se prononcer dans quelques jours sur son divorce et sur la garde de son enfant. Au moment où moi j'arrive, lui il part en congé, donc je peux même pas le voir maintenant. Comment il s'appelle ce juge Atmen. C'est la combien de fois que c'est reporté, maître? C'est la troisième fois maintenant. Troisième fois depuis décembre. C'est lamentable. Et vous pensez que ça va se régler un jour, ça ou pas? À chaque fois, ce juge il dit ça y est, c'est bon, et à chaque fois il reporte. Normalement le jugement sera avant le mois 8. Alors le mois 8, il y aura un jugement. J'en suis sûr et certain même. Et vous pensez que ce juge, il est honnête? Ah oui, très honnête. C'est vrai? Très honnête. Parce que moi, j'ai plus confiance. Non, je garantis ça. En tout cas, j'ai demandé d'exécution du jugement, même s'il y a un appel. Dans une semaine ou 10 jours, il y aura sa fille. Parce que mon mari, moi, encore, il me dit, en septembre, quand il y aura la décision du divorce, en septembre, on pourra venir te voir en France, etc. Dans sa tête, il a la garde, ça y est. Non. C'est un directeur de société, il est en voyage tout le temps. La fille maintenant vit avec c'est pas domestique, les grands-parents. Les grands-parents, tant qu'il est sa maman. Il a le droit. En tout cas, le Maroc. Dans le droit marocain, s'il y a un divorce, la fille, il rejoint sa mère automatiquement. Automatiquement. C'est la loi marocaine. Il vit au Maroc ou il vit ailleurs, c'est pas le problème. Je l'espère. Je prie le bon Dieu pour qu'il m'écoute. Que justice soit faite. C'est tout ce que je demande. Moi aussi, que la justice soit faite. Voilà, c'est tout. Moi, Bon, on va attendre le 8 août alors. Et puis ça finit. Il faut y croire, on n'a pas le choix. J'y crois, moi. Enfin, je veux dire, si j'ai plus d'espoir, j'ai plus de raison de vivre. Donc je suis obligée d'y croire. C'est un mec, vraiment, c'est un avocat en qui j'ai confiance. Malgré tout ce qu'on peut dire, de toute façon, je ne suis pas Madame Soleil, hein, donc je ne peux pas savoir. C'est vraiment... Mais j'ai confiance en lui. Je suis obligée d'avoir confiance en quelqu'un, j'ai confiance en la justice. Il vient de me certifier comme quoi le juge était honnête. C'est déjà une bonne chose. J'y crois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? De récupérer mon enfant et d'être heureuse, enfin. Après des années passées avec mon mari à être bafouée et 2 ans séparée de ma fille. Tout simplement, c'est de retrouver le bonheur d'être une famille unie et heureuse. De voir ma fille sourire, de voir ma fille s'endormir normalement, d'avoir des petits copains, des petites copines, faire ses anniversaires à la maison. Enfin, ce genre de choses qui est pour tout le monde, qui est une chose normale et acquise. Et moi, je suis privée de ça depuis 2 ans. Je passe aucun Noël, aucun anniversaire avec elle. C'est pas possible. Moi, je vais devenir folle si ça continue. Bon, allez, je dois rentrer à la maison, ma fille m'appelle. Bon. Bon, dis-moi. Tu m'en veux pas que je m'en aille? Ah, mon poussin. Tu sais que maman, elle peut pas te prendre. Parce que papa, il veut pas. Toi, tu veux, je sais, mon amour. Alors, c'est non. Hein? C'est quoi? S'il dit non, moi, je vais venir. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Viens avec maman, viens. Viens, ma chérie. Viens. Maman, à chaque fois qu'elle vient, elle demande à papa que tu viennes avec maman. Et à chaque fois, papa, il veut pas. Chaque fois, il veut pas. Pourquoi il faut pas? Je sais pas. Parce qu'il veut me faire du mal, peut-être. Il ne voulait pas que je m'en aille la première fois. Alors il a dit, si tu t'en vas, ben moi je prends ma... Je suis partie. Il est venu 1 fois, il est venu 2 fois. Et la 3e fois, il est venu, il a pris ma... J'étais pas du tout d'accord. Je voulais pas quitter ma... Depuis, maman, elle fait tout son possible pour te récupérer. Un jour, tout sera fini, mon bébé. Il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Tu pourras avoir papa, maman, tout le temps. Voilà. C'est promis, ma chérie. Je te promets. Je te promets que tu seras heureuse.
Qu'est-ce que vous disiez, Muriel? À Nadia? Je disais si ça va. Comment ça va alors? Je vais lui dire, c'est très douloureux. On vit la même situation, donc c'est très très dur. Comment vous avez réagi en découvrant ce film? En fait, la situation s'est arrangée puisque l'Espagne a reconnu la situation. Moi, je dis pas fugue. Jamais fugué, c'est un enlèvement, ça s'est déjà produit. Vous pensez qu'il n'a pas pu fuguer? Non, je suis pas la seule à le penser d'ailleurs. C'est un enlèvement, je suis en colère, donc je le dis. Vous dites ça parce qu'il est trop jeune pour être parti, vous pensez? Il a pour avoir fait fait un 3000 si grand voyage? km, il avait pas 12 ans. Voilà. Donc je disais que l'Espagne a reconnu vos droits. Le problème, voilà. Donc devrait être rapatriée, mais la DAS, à chaque fois qu'elle veut se rendre, la DAS française, pardon, à chaque fois qu'elle veut se rendre donc en Espagne, elle contacte, la DAS espagnole, qui à chaque fois dit que l'enfant a été déplacé et change chaque fois de département. Donc il est pratiquement impossible de faire retourner en France. Voilà, on en est là aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. D'ailleurs, je lance un appel à nos dirigeants qui fassent quelque chose parce qu'on en a marre de vivre cette situation tous, quoi. Toutes ces femmes, ces hommes qui souffrent, c'est trop, c'est dramatique, on en a ras-le-bol. Il faut arrêter, il faut faire quelque chose. Voilà. Muriel, on vous laisse sur la fin de ce film avec, lors de cet entretien avec votre fille évidemment, mais aussi avec votre avocat. Et vous parlez de ce juge qui a donc reporté l'échéance du jugement plusieurs fois. Combien de fois en tout? 7 fois. 7 fois. Donc il a fini par prendre sa décision? Par miracle, ouais, c'est bizarre. Quand? C'est pas le 8 août, c'est le 28 août. Parce que ça a été reporté en fait, au 28 août. Et alors? Il y a eu jugement. J'ai la garde de la petite, je suis divorcée. Mais bon, maintenant, il faut attendre. Mon mari a 1 mois pour faire appel. S'il fait appel, on recommence le cercle et on ne sait pas quand est-ce que ça va passer. Ça veut dire que la justice marocaine a fini par vous reconnaître vos droits? Mes droits. Ça a mis du temps, vos droits? Mes droits. Pas plus. Qui sont reconnus dans la loi musulmane. Donc c'est quand même lamentable. Vous avez pu l'annoncer Pas directement, parce que j'ai tellement eu de faux espoirs depuis 2 ans qu'en fait, elle ne comprend pas ce que c'est qu'avoir la garde. Je vais simplement essayer de lui introduire le fait qu'elle va venir en France me voir, que je l'ai inscrite à l'école. Et bon, j'essaie de lui introduire ça, mais tout doucement, pour pas la choquer. Et puis, j'attends la suite des événements. Comment a-t-il réagi, votre ex-mari? Il dit rien. Votre séparation s'est mal passée? Quand vous êtes séparés? Avec mon mari? Oui. En fait, il m'a poussée à m'enfuir parce que je voulais demander le divorce. Il était impulsif, coléreux. Enfin bon, moi, j'en pouvais plus. Moi, j'étais au bord du gouffre. Je lui ai dit... Quand je voyais ma fille surtout se tourner vers moi et qu'elle voyait son père m'insulter, être violent, taper dans tout... Jamais sur moi. Mais être violent, moi ça m'impressionnait. C'est vrai qu'au bout d'1 an, 2 ans, on commence à se sentir faible. Et je voulais pas bouger pour la petite. Bon, je n'ai jamais bougé, mais encore moins quand on a un enfant. Il faisait des scènes sur elle, donc avec elle, et c'est le regard de ma fille qui m'a poussée à réagir. Parce que ma fille, je voulais pas qu'elle ait une image d'une maman déprimée, un père violent, etc. Quand j'ai vu ma fille me dire « Maman, tu es malheureuse, hein, pourquoi tu pleures ?» Et alors, là, j'ai dit non. Quel âge avait-elle quand elle vous a dit ça? Elle avait 2 ans, même pas, 18 mois. Et là, j'ai compris que ma fille... Moi, j'ai eu ces problèmes petits. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas supporté pour vouloir vous faire souffrir autant? Que je m'en aille. J'étais sa femme, son objet. Mais vous a forcé à partir ou c'est vous qui êtes non, mais parti? il m'a forcé à rester pendant 2 ans. Il ne voulait pas que je parte. Disons que maintenant, j'ai pris conscience qu'il fallait que... alors, j'ai eu plusieurs phases. Quand je suis rentrée en France, il a fallu que je me refasse une santé morale, parce que j'étais dans un état, je ne vous dis pas. Il m'a enlevé ma fille. Alors là, déjà que j'étais pas bien... J'ai la terre qui s'est... En fait, vous étiez parti d'abord avec votre fille du Maroc jusqu'à Montpellier. Ouais. Ensuite, il est venu vous rejoindre et il est parti avec elle. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous êtes... Il est venu 2 fois en vacances pour la voir et pour me convaincre, moi, de rentrer avec lui. La troisième fois... Attendez, je vais poser une question pendant le reportage. On peut se demander pourquoi vous attendez que la justice statue, si vous essayez pas de vous enfuir avec votre fille, enfin de l'enlever à votre tour. En fait, vous l'avez fait à l'époque. Vous avez provoqué un premier enlèvement de votre fille, si j'ai bien compris. Pour moi, c'était pas un enlèvement parce que mon mari ne voulait pas divorcer. Moi, je voulais divorcer. Et lui est directeur de société. Il peut très bien se déplacer en France. La première fois, il est venu 2 fois en France. Vous voir? Il a les moyens. Je veux dire, c'est pas un souci. Comment s'est passé l'autre enlèvement, enfin le second, quand votre ex-mari vous a pris? Mais il m'a demandé, en fait, parce que j'avais autorisé ma fille à partir avec mon mari en vacances au Maroc, lui montrant que
J'avais confiance en lui, que j'étais une personne responsable, que j'étais partie, mais parce qu'il me l'avait poussée aussi à m'enfuir. Parce que sinon, je devenais folle, donc c'était clair. Et donc j'ai dit, tant pis, je prends un risque, mais je monte patte blanche. C'est-à-dire que je vais montrer à ma famille, à ma belle famille, que je fais pas la guerre. Je veux le bonheur de mon enfant et mon bonheur aussi à moi, il faut le dire. Parce que j'existe. Et on ne peut pas être une bonne mère si on n'est pas une bonne femme, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est logique. Et donc, il est parti avec. Et la veille de rentrer à Montpellier, il m'a dit, est-ce que tu veux revenir avec moi au Maroc? J'ai dit, non, c'est terminé entre nous, on va divorcer et tout. Bon, et puisque c'est ça, je garde la petite, tu te démerdes. Il est parti avec elle? Non, il était là-bas, lui. Ah, oui. Et en fait, il ne voulait plus revenir. Et j'ai été obligée d'inventer un bateau en disant, écoute, bon, d'accord, le lendemain, je l'ai rappelé, je dis, écoute, d'accord, je rentre avec toi, mais tu ramènes la petite et tout. Et là, donc, il est venu. Et là, j'ai commencé à bouger, aller voir les associations, aller voir le commissariat de police, dire comment je peux faire, moi, pour récupérer ma gamine. Il ne voulait pas la lâcher. Il me disait, c'est clair, je rentre avec elle et avec toi. Mais avec ou sans toi, c'est clair. J'ai été voir la police. On m'a dit, mais madame, attendez, vous n'avez aucun droit particulier sur elle. Hein. Il a autant le droit que vous. Je m'attendais, je comprends pas très bien là. C'est moi sa maman. Il va me la prendre, il va partir là. Il part demain. Je fais quoi? Ah mais ça c'est votre problème. Les policiers m'ont dit ça, mais madame, vous devez vous débrouiller toute seule. Mon avocat, pareil, les associations à laquelle j'ai fait appel, pareil. M'a dit, madame, vous êtes seule. Si vous avez des copains costauds, allez-y. Quand vous lui avez dit que vous ne repartiez pas avec lui au Maroc? Il a dit, puisque c'est ça, dis au revoir à ta fille, on se casse. Et il est parti de la voiture et s'est barré. Vous n'avez rien pu faire, quoi? J'ai rien pu faire. Rien pu faire, rien. J'avais pas la police avec moi, j'avais pas la justice, j'avais personne. Tout le monde me disait, vous vous débrouillez, prenez 4 copains costauds. Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, on va où comme ça, dans la montée de la violence, on va où? Moi, demain, j'arrive avec un pistolet. Non, mais attendez, c'est pas possible. Et j'ai eu confiance. Mon tort, c'est d'avoir été confiante par rapport à la justice française, d'abord, et la justice marocaine ensuite. Ça devient tellement dramatique que même des fois, je me dis, mais c'est la 5e dimension, comme dirait ma copine. Hein? On se croit dans un autre monde, on se croit pas dans la République. Je trouve ça terrible, c'est monstrueux, il n'y a pas de nom, c'est tellement difficile de voir ces images, et en même temps, j'ai envie de dire, mais que fait la justice? C'est pas normal qu'on en soit là aujourd'hui. On est en train de détruire des enfants, bien sûr des parents, on est en train de détruire des enfants, leur vie de demain, ils sont complètement déjà déstabilisés. Comment va-t-on les remettre un jour dans la mouvance? C'est terrible. C'est terrible, j'ai envie de crier. Mais battez-vous encore, battez-vous, ne lâchez pas, c'est insupportable. De toute façon, jusqu'à la mort, hein, comme on dit, moi, ma fille, ce sera ma fille jusqu'à la mort. Et un jour, ce qui me fait tenir, c'est qu'un jour, elle comprendra. Moi, j'ai un dossier qui est comme ça chez moi et j'ai des cassettes vidéo, j'ai des enregistrements, etc. qui font que ma fille, un jour, s'apercevra tous les efforts que vous avez fait pour la retrouver. Que j'ai mené pour elle. Pascal, est-ce que c'est vous qui avez l'habitude d'aider ces parents qui cherchent leurs enfants? Je rappelle qu'il y a 1000 enfants qui sont enlevés par an par l'un ou l'autre parent. Est-ce que, évidemment, vous allez me répondre oui, c'est un facteur aggravant d'avoir un des deux parents qui soit étranger, pas seulement de 2 cultures différentes, mais 2 pays différents? On voit dans tous les cas que ça rend les recherches beaucoup plus difficiles. En fait, ça dépend du pays refuge. Si vous prenez les États-Unis, c'est un pays qui a l'habitude d'appliquer une convention qui s'appelle la Convention de La Haye, qui l'applique très très bien, très rigoureusement, on va dire. Hein. Et on a obtenu des retours d'enfants, parfois même après 6 ans. Donc, on voit que ça fonctionne avec certains pays. Par contre, il est vrai que d'autres pays, par méconnaissance, par peur de l'autre, de l'étranger, réagissent différemment. Et on a des difficultés à obtenir des retours d'enfants, notamment avec l'Allemagne. On connaît bien le problème, avec le Maroc, avec la Tunisie fait quelques progrès, avec l'Espagne, c'est pas idyllique. Donc le problème existe. Et la Suisse? Alors, la Suisse a ratifié nouvellement, on va dire, la Convention de La Haye. Le problème d'Annie n'est pas le même que celui de Muriel, et c'est vrai que si son ex-mari et les enfants sont retrouvés, par exemple, en Suisse, grâce aux conventions d'extradition et au mandat d'arrêt international, on peut faire revenir les enfants, arrêter le père, mettre les enfants à l'abri et les faire rentrer en France. Ça n'est pas du tout la situation juridique. Votre mari est recherché, Annie, ou pas?
Oui, il y a un mandat d'arrêt international, il y a des recherches au niveau d'Interpol. Mais de quoi peut-il vivre aujourd'hui et comment peut vivre vos filles? J'en sais rien du tout. Pour moi, il a récupéré un petit peu d'argent du RMI, parce que ça aussi, ce sont des petites choses sympathiques. Il est parti en Algérie, il a habité 6 mois en Algérie, ça c'est certifié. Et puis il est revenu en Suisse pour passer à Ferney-Voltaire au guichet de la Poste, retirer de l'argent que les allocations, enfin notamment le RMI, lui a été versé. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une ville frontalière entre la Suisse et la France. C'est frontière, c'est vraiment... C'est là que votre avocate a rencontré donc un chauffeur de taxi qui aurait vu votre ex-mari avec vos 3 filles? Non. On nous a toujours parlé. Bon, maintenant, il est probable que là où il est, il y a les enfants. En tout cas, là où il est, ça vous aidera à trouver les enfants. Voilà, lui, si je le trouve lui, je trouve les enfants. Si je trouve les enfants, je le trouve lui. Oui. Alors, après, vous préférez trouver qui dans les deux? Oh là. Enfants. Bon, mes enfants, ça c'est sûr, mais je crois que j'ai certains comptes à régler avec lui quand même. Ah oui. Oui. Je crois, mais plus pour lui, hein. C'est lui qui devra affronter mon regard, c'est pas moi. Quel âge ont vos 3 filles maintenant? 13 ans, 11 ans et demi et 9 ans. Et il était comment avec vos filles? Comment se comportait-il? Il adore ses enfants, ça c'est clair. C'était trop possessif, très possessif. Donc ces filles, ce sont de toute façon les meilleures, les plus belles, tout ça, et on n'y touche pas. Donc vous pensez qu'il les aime quand même, qu'il s'occupe d'elles? Qu'il aime ses enfants, oui, il aime ses enfants. Maintenant, ce qu'il fait lui n'est pas par amour. Il n'y a pas d'amour dans son acte. C'est uniquement un acte égoïste, c'est un acte déséquilibré, c'est un acte de... Bon, c'est sa survie à lui, ou je ne sais pas comment il cogite le truc. Mais... Lui, il le vit comme une vengeance, vous pensez, vis-à-vis de vous? Ah bah bien sûr, ça va même au-delà de la vengeance, puisque son but c'était quand même de toute façon de me détruire. Il n'arrive pas à me détruire, donc il restait une parcelle de moi à détruire, c'était la mère. Donc voilà. Et il n'y arrivera pas, ceci étant. Nadia, en parlant d'agressivité, celle de votre fils dans la rue quand vous le croisez à Grenade est hyper impressionnante, quoi. Qu'un enfant, 1 an après s'être séparé de sa maman, puisse être aussi distant avec elle. Alors évidemment, il y avait la grand-mère paternelle qui était là, évidemment, il y avait tout cet environnement qui doit lui bourrer le crâne, comme on peut l'imaginer. Mais comment vous avez réagi en voyant cette scène-là, quoi, en vivant cette scène-là? À vrai dire, je m'y attendais un petit peu, puisque la manipulation, d'ailleurs Pascal peut-être pourra nous en toucher un petit mot, parce que moi je ne sais pas expliquer ça comme ça, hein. Mais un enfant manipulé, ça peut devenir monstrueux. Et pour moi, c'est très très dur. Très dur. Alors vous vouliez vous montrer à lui sous votre plus beau jour en disant... Mais je savais quand même que je ne l'avais pas au téléphone, il avait son papa tous les jours au téléphone. Et je savais. J'ai vu un enfant, par moment, je sais pas, il était... Parce qu'on n'a pas vu tout le reportage, mais à la fin du voyage, puis on n'a pas vu j'ai pu l'embrasser, on a pu serrer, on a pu passer des moments... c'était magnifique, pour moi c'était magnifique. Par moment, il disait des mensonges. Maman, oui, est-ce que tu aimes ton nom de famille? Enfin, des choses qui n'étaient pas censées, rien n'était censé. Et puis après, il se reprenait, ça allait bien. À quel moment vous êtes parlé? On s'est parlé, donc on a eu un rendez-vous avec l'avocat, on l'a supplié. On a tout fait parce que on a pu avoir un rendez-vous en fait avec l'avocat à 14h l'après-midi. Celui qu'on a vu dans la rue, là, oui, qui a appelé la police, là? Oui, il a même pleuré, il m'a même embrassé. Et il a dit que mon mari l'avait complètement blousé. Parce qu'elle s'est fait des dégâts, ça. Ça fait des dégâts auprès des enfants. C'est terrible et on voit bien que en fait, il est complètement clivé, c'est-à-dire que d'un côté, il demande à sa mère, mais pourquoi tu me téléphones que maintenant? Oui. Donc, tu m'as abandonné, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Et d'un autre côté, quand il la retrouve, il lui dit, mais laisse-moi tranquille. Et on voit bien que la grand-mère est très attentive. Donc, cherche à correspondre à ce qu'on attend de lui. Quelle marge de manœuvre il a, lui, là-dedans? Il faut qu'il se débrouille avec ça. Il n'est absolument pas normal qu'on laisse un enfant dans cette situation-là. Ça montre quand même... la situation de Nadia indique clairement qu'il y a une absence de coopération de la justice sur le plan européen, puisque le juge des enfants a attendu de nombreux mois avant d'entrer en relation avec son homologue espagnol. Les services sociaux français, même chose. Donc on peut se poser la question, à l'heure de l'Europe, comment se fait-il qu'on soit capable de laisser un enfant dans cette situation? Nadia, quelle est pour vous désormais la prochaine étape? Retrouver mon fils, je me battrai et vraiment
alors là, je vais me battre, mais alors, prochaine étape, c'est, je sais pas, je repars en Espagne, je fais quoi? J'attends des nouvelles, j'espère que je vais avoir des nouvelles, et vite, pour qu'on puisse enfin vivre, quoi, parce que... Vous savez pas où il est, là, s'il est à Madrid, s'il est à Grenade? Je sais absolument pas où il est. Et vous savez, Jean-Luc, ça fait 8 ans que ça dure, 8 ans de galère. Pascal, vous qui... Écoutez, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs cas de figure, mais il y en a une qui est tout à fait particulière, c'est la blessure d'amour-propre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon récurrente. Et on le voit très très bien d'ailleurs dans la situation de Muriel, on le sent au discours de son ex-mari qui veut asseoir son pouvoir sur elle. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, on est dans une relation de pouvoir et donc de possession. Donc il n'est pas question d'employer le mot d'amour. C'est l'enlèvement d'un enfant ne se fait absolument pas par amour. Ni de parler de quelqu'un d'irresponsable. Non. Non. De narcissique, oui. Celui qui s'attache à ses propres intérêts avant de s'attacher à ceux de l'enfant, oui, bien sûr. Ouais, narcissique dangereux, là. Et puis d'autres cas de figure, vous disiez, où là, vraiment, on a affaire à des cas pathologiques? D'autres cas de figure où, bon, quand il s'agit, par exemple, d'un fantasme de monoparentalité, parfois, certaines femmes ont l'impression qu'elles s'en sortiront mieux seules qu'avec un compagnon. Gwen a dit quelque chose de très, très intéressant dans le reportage, c'est qu'elle a dit « il va falloir que j'apprenne à lui rendre sa place ». Et je trouve ça d'une lucidité extraordinaire, et en même temps, ça résume parfaitement un côté de la situation. Pas toute la situation, mais un côté de la situation. Il faut lui rendre sa place. Mais il faut aussi qu'il accepte de la prendre, le papa. Je pense que je l'ai vu déjà. Non, mais vous avez évoqué des gamineries, enfin, je sais pas, des comportements de votre part qui ont pu provoquer votre ex-compagne. Je ne vais pas lui donner raison, mais enfin, on est là pour gratter un peu les choses. Quel âge vous aviez, quel âge elle avait déjà? Moi, j'avais 18 ans, donc elle avait un an de moins. Donc ça va être très jeune. Quand votre fils est né, ça? Ouais. Très très jeune. Donc très jeune pour avoir des enfants. Et quand elle est partie, elle avait quel âge et vous? Elle avait 18 ans. Vous avez l'impression de vous être comporté comme un gamin, enfin, je dis ça au pluriel, hein, l'un et l'autre, dans le passé? Au niveau couple, peut-être, une séparation. Donc c'est pour ça que je pensais, quand Pascal justement parlait de ça, c'est aussi pour atteindre le conjoint. Pour atteindre le conjoint qu'on fait pression sur les enfants, par exemple de partir. Maintenant, je pense que Gwenaëlle, elle a réalisé. Donc elle est partie au Canada avec mes enfants. Mais pour vous embêter, vous pensez, au début? Pas pour m'embêter, mais pour se dire, pour avoir un moyen de pression, pour se dire, maintenant voilà quoi. Maintenant il y a un couple, on s'est déchiré au niveau couple, donc il faut qu'elle ait pression sur moi, il faut qu'elle ait quelque chose sur moi pour m'atteindre. Et elle sait que... Vous pensez pas que ça peut être pour protéger les enfants d'une bagarre entre les parents? Non. Non, parce que c'est pas comme ça que ça s'est fait. Donc. Pourtant, quand vous décidez de partir au Canada, elle accepte de vous rencontrer? Oui, mais ça s'est pas fait comme ça. Ça a pris du temps. Je pense qu'elle s'est rendue compte aussi, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est que Clément, un jour, lui a dit, ils étaient dans la chambre, il lui a fait « Maman, je veux voir papa ». Donc ça lui a fait réagir qu'un gamin de 2 ans et demi puisse lui dire ça. Mais elle l'a entendu, enfin je veux dire, cette maman l'a entendu, je sais pas si les papas entendent pas ce que les mamans entendent ou pas. Ils n'entendent pas les papas apparemment. Hein, en tout cas apparemment là, oui. Les mamans, certaines mamans. Je vais me poser la question à Pascal, là il y a 3 mamans et un papa qui ont souffert de l'enlèvement de leurs enfants. Est-ce que ce sont les proportions habituelles des enlèvements d'enfants? On se rend compte à travers les enlèvements que ça se passe différemment suivant la zone nord ou zone sud. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la zone sud, donc pays maghrébins, ou bien Liban, ou bien Turquie, ou bien... Ah, le sud-sud, alors pas je veux dire oui, pas... le grand sud. Le sud, pour moi, c'est le sud de la Loire. Ce sont en général des pères qui enlèvent. Tout ce qui est de l'Europe, ou de l'Europe de l'Est, ou de l'Europe du Nord, ce sont des mères en général. Vous en êtes où, Pierre, avec Gwen et votre fils, votre fille? Je pense que ça a bougé énormément de choses, puisqu'on en est arrivé à se parler, à ce que je puisse avoir contact régulier avec mes enfants, à ce qu'on puisse s'entendre sur une pension alimentaire pour les enfants, qu'on puisse s'entendre à ce que je puisse les voir. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est que je suis en France et qu'ils sont au Canada. C'est que moi, j'ai pas la possibilité d'aller au Canada tous les 5 minutes. Je pense que le mieux maintenant, c'est que moi, de me diriger de l'autre côté de l'océan, puisque bon, moi je suis bien... Vous installer là-bas, c'est ce que vous feriez? C'est bien le Canada. Oui, bah, c'est bien le Canada. C'est bien d'y aller en tout cas. C'est bien le Canada. Mais en plus, vos enfants vont grandir à un moment, ils vont aussi avoir le choix, donc autant qu'ils vous connaissent avant et qu'ils aient envie peut-être de vous suivre. Le problème, c'est que bon, c'est vrai que mon choix, c'est sûr que je veux repartir au Canada, puisque c'est là où j'étais le mieux, c'est là où sont mes enfants.
Maintenant aussi, il y a des difficultés de la vie quotidienne qui font qu'on ne peut pas partir. Il faut bien un métier là-bas et tout ça, il faut que vous ayez une autorisation de travailler. C'est très très difficile de pouvoir partir au Canada comme ça. Juste un mot, comment vous avez vécu la rencontre avec votre fils et votre fille que vous ne connaissiez pas? Votre fils d'abord qui vous reconnaît par les chaussures d'abord. C'est les chaussures de mon papa, c'est une bonne base après pour monter le visage. Ça c'est bon, moi j'avais très peur parce que bon, c'est vrai que Clément, la dernière fois je l'avais vu, je l'avais vu en septembre 2001, mais il était quand même bébé là. Et le fait qu'ils me reconnaissent aussi par des mots, mais ça a mis quand même au moins 3-4 minutes avant qu'il puisse se dire. Lui, c'est parce que sa mère lui a dit, il fait à sa mère, il fait, il est où papa? J'étais juste en face là. Et donc ça, il l'a reconnu. Bon, moi la fille, donc Clarisse, je l'avais jamais vue. Donc c'est sûr qu'il y avait c'était sauvage de son côté, puisque bon, c'est. Elle est toute petite en plus. Hein. C'était un tout bébé, elle est encore tout bébé. Donc ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc de voir que Clément, il était comme ça, il a grandi un peu quand même. Je sens bien l'histoire là. Vous la sentez bien l'histoire? Oui, on sent que Gwen aussi a envie de faire en sorte que ses enfants s'épanouissent le mieux possible. Quoi. On n'est plus dans un climat de guerre et c'est ça qui est bien. Bien. Annie, votre action sur le marché de Ferney-Voltaire dans l'Ain se termine par une note d'espoir. Donc ce taxi qui aurait aperçu votre ex-mari, qui est formel, visiblement, qui reconnaît parfaitement bien, qui a une bonne mémoire, parce que c'était pas hier non plus. C'est-à-dire que c'est une vraie note d'espoir pour vous, ou c'est simplement un nouveau rebondissement? C'est une note d'espoir, oui. Mais maintenant, ça dépend de ce qui va suivre derrière. Je veux dire, si derrière, il n'y a pas la police qui enquête, si derrière, il n'y a pas la justice qui fait le nécessaire, c'est un espoir qui va partir comme ça. Qu'est-ce qui vous fait tenir? On a l'impression que vous êtes blindé parfois. Je suis blindée, oui. Enfin, je suis blindée, ça veut rien dire, je veux dire, mais... Ça veut dire que vous autorisez plus à souffrir? C'est pas que je m'autorise plus à souffrir, je souffre au quotidien. Moi, je suis pour moi en situation de violence permanente, donc je réagis comme quelqu'un qui veut continuer de vivre. Je me mets comme ça, hein. Je veux dire, je suis obligée de réagir comme ça, j'ai pas le choix de toute façon. C'est bizarre parce que je vois mes filles. Oui, on peut peut-être en profiter parce que la Suisse, la France sont deux pays frontaliers et même si elles sont dans le Maghreb, on est reçus par le biais de TV5. Rappelez peut-être leurs trois prénoms. Safia, qui vient juste avant, qui a 13 ans, qui a eu 13 ans au mois d'août, donc c'est le 3e anniversaire qu'on rate, hein, naturellement. C'est qui ça? C'est Jana ou Kenza? Non, c'est Safia. Ça, c'est Safia. Ouais. C'est ma fille aînée et c'est elle qui porte un peu le poids. Parce que, bon, son père, c'est l'idolâtre et c'est... Donc Safia, les autres photos, Massimo? Elle, c'est Kenza, elle a 11 ans et demi. C'est Kenza, quoi. Ouais. Et Jana. Et voilà, Jana. Et ça, ce sont des photos qui datent de 3 ans, évidemment. Oui. Celle-là est de début, fin 99. Donc là, elle a 6 ans, elle en a 9 maintenant. Donc si vous pensez avoir vu les filles d'Annie, évidemment, vous entrez au contact avec nous, vous appelez ce numéro qui est inscrit sur votre écran. On ne sait jamais, la télé est là pour ça aussi, évidemment. Votre avocate est avec vous, Catherine Zwiloff. Quel rôle joue-t-elle à vos côtés? Le rôle d'avocate, ok, mais c'est un soutien énorme. Je veux dire, je tiens debout parce qu'elle est une béquille. Hein. Je veux dire, vous m'enlevez l'avocate, c'est bon, je tombe par terre, en gros. Annie, comment évoluent vos sentiments vis-à-vis de vos 3 filles avec le temps? Elles sont passées par plein de phases. Ça, forcément, des phases de doute, des phases où on ne sait plus, quoi, à un moment. Là, aujourd'hui, dans l'heure... À l'instant T, j'ai... l'amour que j'ai pour elle, ça, c'est l'amour que j'ai pour elle. Et j'ai une confiance absolue en elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis au courant de tous les phénomènes d'aliénation parentale, de manipulation. Elles peuvent très bien, je vais me retrouver en face d'elles. Elles réagiront peut-être comme le petit garçon de Nadia. J'en sais rien. Je demandais qu'on repasse toutes les 3 photos des filles d'Annie. Vous pouvez les passer en boucle. Avec le numéro de téléphone. Avec le numéro de téléphone Parce qu'on a j'insiste que... Vous avez toutes les raisons de penser qu'elles sont dans une zone où on peut voir cette émission, que ce soit donc le nord de l'Afrique, que ce soit la Suisse, la France.
C'est l'Australie, ça va être plus difficile. Ça va être un peu plus difficile, mais on y arrivera aussi. Mais je pense qu'effectivement, je vais axer un peu mes recherches aussi sur l'Angleterre, parce qu'il a habité en Angleterre, c'était un pays où il voulait aller. Donc c'est ma prochaine étape, c'est trouver une brèche sur l'Angleterre et puis aller farfouiller là-bas. Mais il peut être... vous savez, des fois, ça m'arrive quand je rentre chez moi à Versailles de me dire, ça se trouve, il est là dans les parages. C'est possible. Bonne chance, Annie. Merci. Merci. On passe à notre rubrique année après année. Merci à tous. On enchaîne avec... Gilles, Olivier et Siegfried. Vos réactions peut-être d'abord à ce que vous venez de vivre et d'entendre. Disons, moi, pour la phase dans laquelle je suis passé... Le veuvage, en l'occurrence. Voilà, c'est dur de voir ça, de voir un déchirement et que ce soit encore l'enfant qui soit otage de ça. Ça vous fait mal au cœur? Moi, ça me fait mal au cœur. Vous, Olivier, vous avez livré une bataille médiatique et juridique depuis la Belgique où vous vivez. Vous avez réussi à récupérer, avec l'aide des forces de l'ordre, avec l'aide de la police du Kenya, vos 2 enfants aînés. À l'époque où on s'était retrouvés, ce n'était pas encore chose faite. On reprend de vos nouvelles après ce rappel en images préparé par Sylvie Bidel. Chaque jour, Olivier se recueille dans la chambre vide de ses enfants. Cela fait 3 ans qu'il ne les a pas revus. Sa femme les a kidnappés et les a emmenés vivre au Kenya. Il ne leur parle que très rarement au téléphone et plus le temps passe, plus leur absence est difficile à supporter. Le plus dur, c'est quand quelqu'un appelle papa dans la rue. Alors Olivier a décidé de se battre pour récupérer ses enfants coûte que coûte, en multipliant les actions auprès des médias afin de mobiliser l'opinion publique. Tous les moyens sont bons pour entrer en contact avec eux. Grâce à l'aide du ministère des Affaires étrangères, il parvient même à leur envoyer des cadeaux. Vous avez l'espoir que ça parte... Bien sûr que si je me laissais porter uniquement par le désir, par l'envie et par les pulsions, je saute dans le premier avion, je cours là-bas et j'essaie de les embrasser. Il se fait que, malheureusement, à ce jour, je ne suis pas dans la position d'imposer des choses facilement, si ce n'est pas la violence. Et je refuse de le faire dans la violence. Voilà. Quelques jours plus tard, après une lutte acharnée, Olivier finit par récupérer 2 de ses enfants, Coraline et Jim, grâce à l'aide des autorités kenyanes. Malheureusement, Samuel, le petit dernier, manque à l'appel. À leur retour en Belgique, les enfants sont très choqués. Pendant 3 ans, ils ont été manipulés par leur mère. Je voulais qu'on déteste la Belgique et qu'on déteste notre père. Outrée par le comportement de sa mère, Coraline s'inquiète à présent pour son petit frère, toujours retenu au Kenya. Si je pouvais, je retournerais en Afrique, prendrais mon petit frère et reviens ici et je dirais à ma mère qu'elle avoue. Et si elle avoue, alors on la reverra. Et si elle avoue pas, qu'elle a menti et tout ça, on la verra plus jamais. 6 mois plus tard, sur le plateau de Mois après Mois, Olivier n'avait toujours pas récupéré son fils. Mais le retour de Coraline et Jim lui avait redonné espoir. Je pense que c'est une évolution où ma conviction, c'est que enfin, il y a un début pour Coraline et Jim, un début d'un retour à une situation où Coraline et Jim ont 2 parents. Et ça, c'est pour ça que je me bats. S'il y a quelque chose pour quoi je me bats, c'est pour ça. C'est l'espoir que dans quelques temps, dans quelques mois, j'espère, et je pense qu'on en parle beaucoup avec Coraline et Jim, il y ait un retour à une alternance pour eux. Qu'ils puissent voir leur mère autant que leur père, en fait. C'est ce que vous souhaitiez. Oui. Comment vont-ils, Coraline et Jim, aujourd'hui? En l'occurrence, je pense qu'on continue à évoluer de mieux en mieux dans cette voie-là, dans le sens où Coraline est en contact, tous les 2 sont en contact avec non seulement leur maman, mais aussi la famille de leur maman en Belgique. Alors, pas en allant au Kenya pour des questions simplement d'ordre juridique actuellement, mais par contre, Coraline échange tous les jours des SMS, on dit en Belgique, texto, je pense, en France. Mini-message, comme vous voulez. Message, voilà. Mini-message, on dit. Mini-message, pardon. Des échanges téléphoniques, etc. Avec qui? Avec sa maman, avec leur maman. Et avec Samuel? Alors avec Samuel, par contre, c'est extrêmement dur dans le sens où c'est dur d'avoir un contact qui est totalement surveillé, totalement contrôlé. Et quant à moi, je n'ai pas du tout de contact. Les 2 aînés ont retrouvé un lien avec 2 parents, réellement avec 2 parents, avec 2 environnements. Et puis, il y a le contraste où, en l'occurrence, Samuel, aujourd'hui, ce jour, c'est son anniversaire. Et ça fait 11 ans. Voilà. Et je pense que ça fait le 6e anniversaire que je ne peux pas lui dire simplement bon anniversaire. Je ne peux pas prendre un téléphone et dire tiens, je vais téléphoner pour dire bon anniversaire. Et je pense que tous les parents, que ce soit des papas ou des mamans, peuvent comprendre que c'est difficilement tolérable de ne pas avoir cette liberté de contact. Et je pense, voilà. Que dit sa maman de tout ça? Est-ce que sa position évolue par rapport à
à l'épanouissement de vos enfants? Non, malheureusement, il y a plutôt un durcissement et de moins en moins de contact avec Samuel. En ce qui me concerne, pas de contact depuis 9 mois du tout. Et avant ça, des contacts qui n'étaient pas des contacts, mais que je m'efforçais de maintenir. Voilà. En envoyant des cadeaux, des lettres, des choses comme ça. Gilles, lorsque nous vous avions rencontré pour la première fois en septembre 2001, vous étiez veuf depuis 1 an et demi. Votre épouse avait été emportée par un cancer, elle était très présente pour vous, vous aviez un mal fou à faire votre deuil. Vous en souffriez énormément, vous étiez vraiment malheureux comme la pierre et vos enfants essayaient de vous soutenir, enfin vous essayez tous de vous soutenir. Ils m'ont toujours soutenu d'ailleurs, heureusement, et bon, je les ai toujours avec moi. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'ils commencent à partir. Par moments, je trouve la solitude pesante. Bon, pesante. On reprend de vos nouvelles après ce reportage. Veuve depuis 1 an et demi, Gilles est désormais seul pour s'occuper de la maison et élever ses 3 enfants, Fabrice, Stéphanie et Cyril. Après 18 ans de vie commune, sa femme, Marie-Agnès, est décédée des suites d'un cancer et Gilles a beaucoup de mal à accepter de vivre sans elle. Je pense à elle, en permanence. Bon, ben, j'ai plus que ça maintenant pour venir la voir. C'est une douleur. Rattaché à ses enfants comme on se raccroche à la vie, Gilles ne vit à présent que pour eux. Alors quand surviennent des événements comme un voyage scolaire pour sa cadette, il lui est parfois difficile d'admettre la séparation. Ce soir, ça va faire vide. C'est plus dur. Malgré tout, la vie continue et Gilles met tout en œuvre pour que ses enfants puissent mener une existence normale, mais l'absence de sa femme continue de se faire cruellement sentir, particulièrement le jour de la communion de son fils cadet. Tout à l'heure, ça va être difficile, c'est quand tu as dit comme à l'église qu'il va falloir remettre le cierge. Les 3/4 des parents auront le papa et la maman qui vont aller donner le cierge. Moi, je vais me retrouver tout seul. Ça, disons, en voyant les autres, ça va être plus difficile pour moi. Est-ce que tu en as parlé avec papa? Non. C'est pas que j'ai pas envie, mais ça va m'évoquer des choses après. C'est pas un jour à pleurer, c'est un jour à sourire. Gilles est encore jeune, mais le souvenir de sa femme est encore trop présent pour qu'il puisse envisager de refaire sa vie. Avec Marie-Agnès, on a construit une maison, on a acheté du terrain, on a dit tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour les enfants. Et ce qu'on a construit, je ne veux pas, disons, qu'il soit volé par une tierce personne. De retour sur notre plateau 6 mois plus tard, Gilles, toujours habillé en noir, venait nous donner de ses nouvelles. À l'époque du reportage, vous sembliez inconsolable, complètement inconsolable. Je suis pas plus consolable qu'avant. Pourtant, vos enfants vous sortent, ils vous emmènent en boîte. Oui, ils me sortent, ils m'amènent en boîte. Est-ce qu'on s'habitue à une vie comme celle-là ou... Oui. Moi, je m'y suis habitué. Disons, demain, je pense que si je continue une vie, disons, avec une autre personne, je pense que j'aurais peut-être plus de mal à accepter parce qu'on prend, des habitudes de vieux garçons. Les enfants sont là aussi, bonsoir. Et vous, comment vous allez, Gilles? Bien. Toujours pleine forme. Ouais. Vous avez mis un peu de couleur dans votre garde-robe. J'ai mis un petit peu de couleur. Du gris. Oui. Clair. Mais j'arrive depuis pas longtemps, depuis 8 mois. Ça veut dire que vous n'êtes plus célibataire maintenant? Si. Toujours. J'ai pas cherché l'âme sœur. Moi, avec Marie-Agnès, je l'avais connue par hasard. Je laisse faire le hasard. Si le hasard veut me mettre une personne sur ma route, ça se fera. Si je dois rester seul, je resterai seul. C'est pas. Mais quand les enfants c'est pas ça qui m'empêche de vivre, moi. Moi, je vis quand même bien. J'ai toujours la même passion. Donc moi, j'ai les enfants, j'ai Stéphanie par moment qui me dit papa, non, moi j'aimerais bien qu'il y ait une autre personne à la maison, parce que je lui pose la question, elle me dit parce que moi je suis la seule fille à la maison, et c'est vrai qu'on est 3 garçons et on est toujours en train de la charrier. Bon, mais bon, c'est comme ça. Et vous ressentez pas le besoin d'avoir une femme auprès de vous? Non. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Je ne dis pas, peut-être une fois que les enfants seront partis de la maison, j'aurai peut-être plus de liberté encore, donc où je pourrais peut-être m'évader encore davantage. Alors peut-être qu'à ce moment-là, ça me viendra peut-être dans l'esprit. Bon. À vos côtés, Siegfried. Bonsoir Siegfried. Bonsoir. Après une enfance chaotique faite de petites violences, de passage à la DAS, de petites délinquances, vous êtes devenu marginal, sans travail ni domicile, mais vous êtes toujours débrouillé pour vivre. Et puis à 23 ans, vous devenez papa.
À l'époque du reportage, vous viviez seul avec vos 2 premiers enfants, dans une grande précarité, mais vous vous battiez sur tous les fronts pour essayer de stabiliser la situation et garder vos enfants sans lesquels vous n'étiez plus rien, disiez-vous. On reprend de vos nouvelles après ce résumé en images. Après une enfance difficile, faite de passage à la DAS et de petite délinquance, Siegfried devient papa à 23 ans. Sans emploi et sans domicile fixe, il se retrouve seul pour élever ses 2 enfants, Jonathan et Linaël, dont la maman ne s'est pas sentie capable de s'occuper. Alors tu te tiens correctement à table parce que maintenant c'est tombé par terre. C'est pas tout ce que je fais qui me fatigue, c'est le stress. C'est le stress qui me fatigue, moi. Surveillé de très près par le juge pour enfants, Siegfried vit en permanence avec la peur de se voir retirer la garde de son fils et de sa fille. Et voilà, j'ai 3 mois pour retrouver un appartement, sinon les enfants ils vont en famille d'accueil. 3 mois. 3 mois de répit. Vous avez entendu, hein, 3 mois. 3 mois pour qu'on y arrive. Un engagement que Siegfried ne tardera pas à honorer, puisque très vite, il parvient à trouver un emploi de cuisinier. Travailler, ça signifie quoi? Plus de facilité à avoir un appartement, parce que sans travailler c'est un peu difficile. Puis ça représente aussi un plus gros revenu. Et au moins j'aurai la fierté de quand j'achète un vélo à mon fils ou que j'achète quoi que ce soit à ma fille, c'est moi qui ai travaillé dur pour qu'il l'ait. Faisant preuve d'une énergie incroyable, Siegfried parvient même à trouver un logement pour lui et ses enfants. C'est le début d'une nouvelle vie. J'avais fait des annonces, parce que moi, vu la situation, il est hors de question que je perde mes enfants. Donc je tentais le tout pour le tout. Pour Siegfried, le bonheur de ses enfants passe aussi par les retrouvailles avec leur mère, qu'ils n'ont pas revues depuis plusieurs mois. À force de persuasion, il a réussi à organiser une rencontre. Maintenant que je vois que les choses avancent, que les enfants, ça se passe bien par rapport à moi, je vais tout faire pour être le plus présente et essayer de rattraper mon erreur. En gros, je vais essayer d'être une maman, quoi. D'être une vraie maman. Mais 6 mois plus tard, le bonheur que Siegfried avait mis des mois à construire s'est effondré comme un château de cartes. De nouveau dans une situation précaire, il a été obligé de placer les enfants en famille d'accueil. La maman, depuis la première émission, n'a plus aucune nouvelle. Ça les a beaucoup perturbés. Excusez-moi, je suis un petit peu ému. Oui. Et puis je commençais à rentrer dans des dépressions. Donc les enfants, vous pensez que c'était mieux pour les enfants, mieux pour vous, pour que tout le monde puisse se construire ou se reconstruire? Ça me permet de pouvoir plus aisément leur procurer des lits, des matelas et ce qu'il faut, quoi. Puis une fois que j'aurai tout ce qu'il faut à la maison, je vois pas pourquoi il y aurait d'autres problèmes, quoi. Là, vous en êtes où aujourd'hui? Comme je disais, je vois pas pourquoi il y aurait d'autres problèmes, mais il y en a eu des nouveaux, donc des problèmes. Donc moi j'ai essayé de faire au mieux dans les 6 mois où je les ai placés pour avoir un appartement correct. Donc j'ai eu cet appartement correct, avec à peu près l'essentiel de ce qu'il faut dedans, mais c'était pas assez suffisant pour les éducateurs et les juges. Donc j'ai pris sur moi, j'ai accepté un placement de 6 mois supplémentaires, où est-ce que là, ce coup-ci, je me suis plus voué sur l'activité professionnelle, etc. Donc, vous en êtes où aujourd'hui? Vous avez réussi à trouver un travail un peu stable, un lieu, en attendant le prochain jugement, j'imagine, pour pouvoir peut-être récupérer vos enfants? Le prochain jugement est dans une semaine. Et avec votre femme, vous en êtes où? Enfin, la mère de Toujours ses plus enfants. aucune nouvelle depuis la dernière émission. Donc moi, j'en suis arrivé à un point où j'insiste plus, quoi. C'est inutile de faire des recherches, je l'ai fait de multiples fois. Et puis, Vous êtes toujours célibataire? Non, je ne suis plus célibataire, je suis avec une amie que je garde pour moi. Parce que... c'est votre amie, quoi. Voilà. Bonne chance, Siegfried. Merci beaucoup. Également à vous deux. Merci d'être revenus nous voir. Merci à Stéphanie Fugain d'être venue participer avec nous à cette émission. On peut retrouver toutes les informations concernant votre combat contre la leucémie sur le site laurettefugain.org. Bonsoir à Pascal Limarola. Merci pour tout ce que vous faites pour ces mamans et ces papas aussi, parfois. Bonsoir à Annie, Muriel, Nadia et Pierre. Bonne chance pour la suite et à bientôt dans Mois après Mois. Merci. Bonsoir.